Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est pas moi qui en est l'auteur, hein, une fois n'est pas coutume, j'ai des amis qui participent et je les en remercie infiniment. Donc ils ont organisé une petite session de formation d'une heure, presque 1h40 hein, pour des traders en herbe, en leur posant vraiment les bases de ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes des fondamentaux économiques. Donc je vous l'avais dit dans les vidéos hein, que j'affiche là sur l'écran, ici et là sur l'écran. Et donc là, cette fois-ci, c'est un trader pro qui prend le temps de former ses traders en herbe sur comment prendre position de manière vraiment structurée. Alors la vidéo dure 1h40, mais c'est tellement prenant qu'on ne les sent pas une seule seconde et on n'a qu'une envie, c'est de continuer d'écouter, d'apprendre, parce qu'on veut en savoir toujours plus. Et là, c'est le top du top, hein. J'ai envie de vous dire, vous avez juste à cliquer sur play et à vous laisser guider, vous allez voir, ça va aller tout seul, vous n'allez pas le sentir passer. Et ne vous dites pas, surtout ne vous dites pas, j'attends d'avoir un créneau de 2 heures, oh là là, parce que c'est compliqué à regarder. Non, non, vous cliquez sur play et vous allez les trouver vos 2 heures, vous allez voir, aucun souci. Donc sur ce, je vous dis bonne vidéo et à bientôt. Ciao, ciao. Ok, aujourd'hui on a le NFP. Le NFP, c'est le Non-Farm Payroll, c'est le chiffre de l'emploi, de création d'emplois américaine. C'est l'un des chiffres les plus suivis par l'ensemble des acteurs, des opérateurs du marché, qu'ils soient traders, courtiers, économistes, stratégistes, peu importe. C'est le chiffre le plus suivi. Pourquoi? Parce qu'il va généralement donner le poumon de la santé économique des États-Unis, mais en même temps, généralement générer la politique monétaire de la Banque centrale américaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi mercredi pendant la réunion, la Fed a énormément parlé de l'emploi, puisqu'elle pense que l'économie américaine est en surchauffe. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que cette surchauffe se calme. Il y a aussi les grandes craintes de stagflation. La stagflation, c'est quand on a les prix à la conso qui explosent, comme on les a en ce moment, avec une inflation qui est à des niveaux historiques. On atteint les niveaux des années 70 et en parallèle de ça, un ralentissement économique. Donc, c'est vraiment la grande crainte en ce moment. Donc, la Banque centrale, en fait, bouge les taux, comme vous l'avez vu mercredi, puisqu'elle a monté de 50 points de base pour essayer de resserrer un petit peu l'accès au crédit et faire en sorte que la consommation, on va dire, ralentisse un peu plus, que les gens aient un accès un peu plus compliqué au crédit. Bon, là, je schématise globalement. Donc aujourd'hui, le NFP, en fait, vous avez toujours, quand vous faites du trading, la première des choses que vous faites, c'est que vous avez un calendrier économique. Donc, vous pouvez en trouver sur Internet, comme celui-ci, Trade Days, où après, on a des trucs de pro qui sont différents. Sur des plateformes de trading, vous pouvez les trouver directement. Donc ici, les chiffres, ce qui est intéressant sur les chiffres de l'emploi, c'est de regarder les chiffres précédents, d'accord, vous l'avez ici, et les attentes du marché. Quand on fait du trading, on trade toujours en fonction du chiffre publié et des attentes de l'ensemble des marchés. Qu'est-ce que c'est que les attentes? Ça va être un consensus entre les différents économistes, stratégistes de différentes banques de la planète. D'accord. Et on estime que le marché devrait créer tant d'emplois. D'accord. Quand on dit NFP, c'est non agricole. Non agricole, pourquoi? Parce que le secteur agricole, vous le savez sûrement, c'est les emplois saisonniers. Donc, c'est pas ce qui fait un emploi régulier récurrent. D'accord. Donc, on attend 391 000 créations de postes aujourd'hui sur le chiffre. D'accord. On a une variation en fait entre les différents consensus. Si vous prenez ce calendrier par exemple, sur le NFP, on attend 317 000. D'accord. Donc, l'idée est la suivante en fait. Quand vous préparez votre trading, vous faites un tableau Excel ou sur Word ou sur feuille blanche, comme je vous le dis en permanence, puisqu'on ne rentre pas sur le marché par hasard. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va se noter les niveaux clés. Les niveaux clés, c'est quoi? C'est les chiffres attendus sur l'emploi, d'accord? C'est les consensus. Donc, si on est dans cette fourchette-là, généralement, en tant que trader, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie, on ne traite pas, on ne fait pas d'opération, ce n'est pas nécessaire, puisque c'est déjà intégré dans les prix. On appelle ça pricé, d'accord? Ensuite, pareil sur le niveau du chômage. Le chiffre du chômage est hyper important aussi, vous l'imaginez. On attend une baisse sur le taux de chômage. Donc, on était à 3,6 sur le précédent. On attend une baisse à 3,5, ce qui serait une bonne nouvelle pour l'économie américaine, mais qui confirmerait aussi en parallèle les commentaires de la Fed. En face de ça, une fois qu'on a bien situé ces chiffres, qu'on sait ce qu'on va suivre sur notre journée de trading, derrière, on va chercher à mettre en place une stratégie. Ce que vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ça, c'est la partie la plus importante du métier. C'est ce qu'on appelle la sélection de l'investissement. La sélection de l'investissement, c'est simple. C'est soit la nouvelle est supérieure au consensus, ici, sur les créations d'emplois,
et sur le chômage, on est inférieur au consensus, d'accord? Enfin, pas inférieur, mais on a un bon niveau de chômage, c'est-à-dire inférieur à ce chiffre. À ce moment-là, on achètera du dollar, comme vous le voyez ici, et en face de ce dollar, désolé, j'ai un bordel Kevin, dans tu les peux oreilles. couper ton micro, Kevin? Oui, pardon, désolé, je pensais qu'il était coupé. Ouais, merci. Et attendez 2 secondes, je fais autre chose. Hop. Et donc, sur la sélection des devises, on a achat USD, d'accord? On va chercher en face de cette devise quelles étaient les devises les plus faibles cette semaine. Vous avez fait du trading toute la semaine, vous avez observé qu'il se passait des choses sur le marché, sur différentes parités, et vous avez pu observer comme moi que on avait un yen notamment, un yen japonais, JPY. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas un petit là. Non, non, volume 80, on le voit bien. Ok, super, je vais le zoomer un petit peu, histoire de bien le voir. Comme ça, on est tranquille. Donc, en devise faible, d'accord, dans la sélection face à un dollar fort, si le chiffre est supérieur, on a un yen japonais, d'accord? Vous l'avez vu ces derniers jours, le yen, c'est vraiment la victime du dollar parce qu'il y a un différentiel de taux entre les deux économies. On ne va pas rentrer dans la technique, mais qui fait qu'on a un yen japonais plutôt très faible, d'accord? On a une livre sterling qui est pareil, très faible malgré la hausse de taux d'hier, parce qu'on a suivi la Banque centrale anglaise hier. On a d'ailleurs vendu ensemble la livre sterling contre le dollar canadien, sur laquelle on a gagné de l'argent normalement. Enfin, moi, en tous les cas, oui. Je pense que certains d'entre vous aussi. Donc, on a une livre sterling qui est faible. Pourquoi? Parce que même si la Banque centrale a monté les taux, elle est plutôt pessimiste sur l'économie britannique. Donc, il y a des grosses inquiétudes, en fait, sur l'économie britannique. Donc, je pense que si je fais cette opération de trading aujourd'hui, les deux parités que je vais sélectionner face à mon dollar vont être le yen japonais et la livre sterling, d'accord? Quand je mets vol 80, vol 100, ça c'est hyper important dans votre trading. Ça veut dire quoi? C'est la volatilité implicite de la devise par rapport au dollar. Quand vous prenez un yen japonais sur une nouvelle comme le NFP, vous pouvez vous attendre à un mouvement de plus ou moins 80 points. Plus ou moins, ça veut dire 80 points de hausse ou 80 points de baisse, d'accord? Sur la livre sterling, on a une volatilité un peu plus importante parce qu'elle est comme ça, elle est un peu moins liquide. D'accord? Un peu moins liquide, ça veut dire qu'il y a un peu moins d'échanges que sur les autres parités. Dollar-yen et euro-doll, par exemple, sont les parités les plus traitées du marché d'échange. Donc, on aura une volatilité implicite beaucoup plus importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut espérer un mouvement de 100 points. À l'inverse, et là, c'est important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a des chiffres égaux au consensus, au niveau de la création d'emplois, mais aussi au niveau du taux de chômage, on ne traite pas. Si en revanche, on a des chiffres largement en dessous du consensus, n'oubliez pas, sur les créations d'emplois, toujours pareil, ici, si on est vraiment en dessous de ce chiffre-là, je vous donne un exemple, admettons, on est à 200 000, là, à ce moment-là, ce n'est pas bon pour le dollar, d'accord? Ce n'est pas bon pour le dollar à court terme, gardez vraiment ça en tête, on n'est pas à long terme sur ce type de chiffre-là, mais en tous les cas, sur la journée, sur la séance, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour le dollar. Dans ce cas-là, si en effet, ce n'est pas bon pour le dollar, quelles sont les parités les plus fortes qu'on a observées ces derniers temps? C'est la ligne 1, hein, d'accord? J'ai bien marqué ligne trade prioritaire, hein, d'accord? Donc ici, en l'occurrence, si on est vendeur du dollar, on sera vendeur du dollar face au dollar canadien, puisque vous l'avez observé ces derniers temps aussi. Le dollar canadien est très largement supporté par les cours actuels du pétrole, okay, puisque c'est une common-currency et notamment pas mal corrélé au pétrole, puisque le Canada est une économie qui produit un pétrole bitumineux rentable au-dessus de 60 $ le baril. D'accord? Donc, c'est important pour eux. En face de ça, on a aussi le franc suisse. Alors, le franc suisse, il y a une petite particularité, c'est que c'est une valeur refuge. Et face au dollar, c'est toujours la guéguerre entre qui va être le plus fort en termes de valeur refuge. D'accord? Donc, si on a une mauvaise nouvelle sur le dollar, ben, le franc suisse, il va en profiter en face. Et la volatilité dessus, elle n'est pas énorme non plus. Vous le voyez, c'est 60 points. Donc maintenant, on est à peu près situé sur la stratégie. En trade secondaire, j'ai marqué des trades secondaires sur la ligne inférieure. Ça, c'est si vraiment on a un gros mouvement d'amplitude, j'irai sur ces parités-là face au dollar aussi. C'est-à-dire que si notre chiffre de l'emploi, notre création d'emploi, il est largement supérieur aux 391, admettons qu'il y ait 500 000 créations d'emplois, dans ce cas-là, je pourrais éventuellement aller taper un peu plus sur d'autres parités comme le dollar australien ou l'euro. D'accord? Et à l'inverse, si le chiffre est vraiment très inférieur, je pourrais aussi aller taper même la livre sterling avec le sentiment économique plutôt pessimiste de la Banque centrale anglaise et pour un rebond de la livre sterling. Est-ce que vous avez bien compris cette sélection? Parce que ça, c'est le nœud du problème.
Quand on fait du trading, c'est vraiment l'essentiel, c'est ce qu'il y a de fondamental. C'est-à-dire, on a une nouvelle économique. Ensuite, on va traiter la parité qui est principalement concernée par la nouvelle économique, là en l'occurrence le dollar. Ce dollar, OK, par rapport à quoi je vais le traiter en fonction de quel scénario. D'accord? Et ça, c'est par rapport aux informations que tu as eues. Celles qui vont être publiées à 14h30. Regarde ici, là, sur le calendrier, 14h30, c'est en rouge, d'accord? Non-farm payroll, c'est le chiffre de l'emploi non agricole américain, OK? On va avoir le taux de chômage aussi. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sur le dollar canadien, et attention, aujourd'hui, vous avez aussi la nouvelle sur le dollar canadien, hein, d'accord? Vous avez le NFP canadien qui est ici, vous le voyez. Attention, celui-là aussi va avoir une incidence. Donc, si, dans mon scénario-là, regardez, retenez bien, hein, si dans mon scénario, le chiffre de l'emploi canadien est excellent, admettons, le chiffre de l'emploi américain est très largement en dessous des attentes, ça va d'autant plus confirmer mon choix d'aller vendre USD CAD. Vous avez compris? Parce que le dollar, il va être au-dessus. Non, ce que je dis, c'est que si le chiffre de l'emploi américain est inférieur par rapport au consensus, et qu'en revanche, le chiffre du Canada est largement supérieur par rapport au consensus, ça va augmenter mon taux de probabilité que si je short dollar US contre dollar canadien, je vais gagner de l'argent. C'est capté ce mécanisme? Je sais qu'il est un peu compliqué, mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est une gymnastique intellectuelle, c'est que vous allez prendre l'habitude. En gros, aujourd'hui, si on se base sur le NFP américain, juste pour récapituler, on a un NFP qui est attendu là, d'accord, à 317 000. Après, vous avez vu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est à 391 000 chez d'autres, d'accord? Donc, si notre NFP, retenez bien cette colonne, si notre NFP est bon, très bon, supérieur à ces chiffres attendus, à ce moment-là, on va acheter le dollar contre le yen ou contre la livre ou contre le dollar australien ou contre l'euro, ou même les quatre, peu importe, d'accord? En revanche, si le chiffre est largement en dessous des attentes, on va aller trader sur le dollar contre ces parités-là. C'est compris? Et les volumes, ça, tu les choisis en fonction de quoi? Des C'est conditions. pas les volumes. Non, attention. Quand j'ai marqué vol, la vol, dans le jargon financier, c'est la volatilité. Ah, la volatilité. Ouais, la volatilité, c'est le nombre de points qu'on peut aller chercher. Ouais, voilà. En fait, moi, je les ai marqués de manière arbitraire parce que je les connais. Tu vois, si tu demandes pareil à Farouk, il va te dire oui, la livre yen, la livre dollar, généralement, sur un NFP, peut te faire 120 points. Tu vois ce que je veux dire? C'est par rapport au mouvement historique, on les connaît, tu vois, on sait qu'elles font tant de points. Alors, juste pour pas trop traîner sur la partie sélection, on en reparlera, mais j'aimerais bien aller sur la plateforme pour vous montrer comment on se positionne. Mais en tous les cas, oui, la volatilité, retenez bien deux scénarios. C'est aujourd'hui, on a un chiffre économique, c'est pareil tous les jours au calendrier. Hein. Il y a tous les jours des chiffres économiques au calendrier. Donc aujourd'hui, on a un chiffre majeur au calendrier qui est le chiffre de l'emploi américain. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que trader, on va trader le dollar. Okay, c'est tous les premiers vendredis du mois, vous avez le NFP américain. Okay, donc, vous savez que tous les premiers vendredis du mois, vous tradez le NFP. Ce NFP, il va concerner en priorité, bien sûr, le dollar américain. On est d'accord. Une fois qu'on sait que, OK, on a un NFP, on trade le dollar américain, maintenant, on va chercher les devises que l'on va confronter au dollar américain, soit, si le chiffre est bon, des devises qu'on vendra face au dollar, soit le chiffre est mauvais, des devises qu'on achètera face au dollar. Tu as compris la mécanique? C'est bon? Ouais. En achat, par exemple, on ira chercher de l'USD GPI, quoi. Par exemple, parce qu'on a une forte tendance derrière nous, vous le savez, on l'a suivi, mais on va en reparler quand on va se mettre sur le graphique après. On a une forte tendance bullish haussière sur dollar-yen avec le différentiel de taux. C'est les éléments techniques, parce que si vous voulez, les gens confondent souvent l'analyse graphique et l'analyse technique, sauf qu'en fait, ça, c'est les Français qui font souvent cette erreur. Sauf qu'en fait, dans le technique, ce qu'on va chercher, ça va être par exemple les différentiels de taux entre deux banques centrales. Ça, c'est du technique. En graphique, ça va être des moyennes mobiles, historiques de cours, etc., etc. D'accord? C'est deux choses complètement différentes. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a sélectionné ces parités, ça, c'est pour ça que c'est important. Vous devez vous le faire sur une feuille blanche, mais régulièrement, vous notez, OK, aujourd'hui, on a tel chiffre qui va concerner telle devise. OK, telle devise, contre quoi je vais la traiter? Si jamais le chiffre est bon, je vais la traiter contre telle parité, contre telle autre devise. Si le chiffre est mauvais, je vais la traiter contre telle autre devise. Retenez bien cette sélection-là. Pourquoi? Parce que ça va être aussi important, parce qu'ici, j'aurais pu marquer quoi? J'aurais pu marquer l'or aussi, ou USD. Par exemple, d'accord? Quand on a l'habitude de trader tous les marchés, on peut le faire. J'aurais pu marquer le pétrole.
Parce que le pétrole, il peut faire un mouvement de reprise. N'oubliez pas que les matières premières sont échangées en dollars. Pareil, ici, si vraiment la nouvelle est bonne, je peux très bien me dire, je short le dos. Parce que ça va aussi mettre la pression sur le dos. OK ? Là, c'est moi en tant que professionnel de toutes les classes d'actifs. Je peux traiter n'importe quel actif. Donc, voilà. Donc, vous avez bien compris. En revanche, ici, si jamais le chiffre n'est pas bon, on sait que le marché va se dire, bon, la Fed va être finalement plus souple, elle ne va pas monter ses taux trop vite, donc éventuellement, on va acheter le dos. Ou éventuellement, le Nasdaq pourrait en profiter. D'accord ? Ok. Donc là, pardon. Une précision, si je peux intervenir, en fait, c'est justement mettre en adéquation en fait un chiffre. Il n'est pas isolé en fait. Il n'est pas isolé ce chiffre de l'emploi parce qu'il faut le remettre. On vous avait publié d'ailleurs lors Je vois une question. Dow, c'est pas dollar. Dow, c'est Dow Jones en fait, Lucas. Dow, quand il parle du Dow, c'est Dow Jones. Don John, ouais. Et donc, il n'est pas isolé, c'est-à-dire que Powell, donc le gouverneur de la Banque centrale américaine, s'est bien inquiété du marché du travail et de l'effet de l'inflation sur le marché du travail. Ce qu'il est en train de vous dire là, actuellement, c'est qu'effectivement, un mauvais chiffre, ça peut être positif en fait pour certains actifs sur le marché. Alors que ça ne devrait pas. Mais comme on a le soutien monétaire de la part des banques centrales et que la crainte ces derniers jours, c'est justement ce resserrement monétaire de la part des banques centrales, un bon chiffre va stimuler, si vous voulez, la décision et va confirmer en fait la décision de la Fed et donc qui n'est pas très bon pour le marché action en fait. Voilà. Juste Donc, un point pour répondre à ta question aussi, Lucas. Le dollar sur le marché, c'est USD. D'accord ? C'est ça, là. ouais. C'est US dollar, en fait. Okay, hyper du coup, important. en fait, là, la réunion, elle se passe à 2h30 et ils vont annoncer des chiffres. C'est pas une réunion. C'est pas une réunion. C'est les chiffres de l'Institut de statistique américaine qui vont être publiés, en fait. Donc là, c'est une publication qui va apparaître au calendrier. On va recevoir nos alertes, etc. en tant que trader. Ou si tu as un calendrier sous les yeux, ça va s'afficher dans le calendrier directement. D'accord ? Et là, tu auras le chiffre. Et ça, tu peux le trader après en fonction. Là, je vais passer sur la plateforme de trading, juste pour vous montrer. Mais retenez bien ça parce que c'est vraiment, vraiment prioritaire. Ce que j'ai noté ici, d'accord ? Opération. En tant que trader, moi, ce que je vais faire sur l'opération, c'est soit je fais du trading sur le spot, d'accord ? Soit avec des spots différés, des ordres différés, comme je vous ai déjà montré, ou Farouk vous a montré, c'est-à-dire des ordres en attente. OK ? Soit avec des options. Je peux aussi faire des options de courte échéance. J'ai marqué à barrière parce que j'aime bien les options à barrière, moi, sur ce type d'opération. Pour l'instant, vous ne connaissez pas ça, donc ne vous focalisez pas là-dessus. Et si vraiment le chiffre est très largement supérieur, je peux carrément rentrer au marché directement. C'est-à-dire, j'achète, par exemple, directement dollar-yen. D'accord ? ce qu'il faut comprendre pendant que tu ouvres ta plateforme, c'est Elle est que ouverte. les marchés, en fait, ce n'est pas un graphique, voilà, comme on le voit, ce sont des données macroéconomiques, c'est-à-dire que derrière, il y a des échanges et qui sont dictés par des informations, des nouvelles, des datas qui sont communiquées par des instituts qui vont réaliser des enquêtes auprès des directeurs d'achat d'entreprise, par exemple. Comme l'INSEE en France. Hein. Le chiffre de Voilà. l'emploi en France, c'est l'INSEE qui vous le sort. Donc, dès que l'INSEE sort ses statistiques sur l'emploi, etc. en France, boum, ça arrive pour tous les acteurs des marchés en même temps que l'INSEE les publie. Et ensuite, on réagit sur le CAC 40 ou sur les indices français ou sur les marchés actions français, par exemple. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un chiffre par. Je te laisse après finir, Jelal. C'est juste qu'il y a le NFP qui arrive, en fait, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on voit le NFP, mais sur chaque continent, que ce soit le continent US, le continent européen, anglais, comme on l'a vu ce matin, je t'en avais parlé, Gianni, c'était le PMI de la construction. C'est l'indice manufacturier donc de la construction. C'est un indice en fait qui va permettre de déterminer simplement le niveau de construction en fait en Angleterre et qui va permettre en fait de définir une certaine croissance ou pas ou une contraction. Parce que si tu as moins de construction, ça veut dire que donc tu as moins d'embauches, etc., etc. Et donc il peut y avoir des effets. Tout est lié en fait. Hein, et il n'y a pas de hasard dans le trading. On ne traite pas sur du graphique où c'est pour ça que c'est très important que l'on suit journalièrement en fait soit les interventions, les discours des banquiers centraux, soit les chiffres qui sont publiés parce que nous on les connaît en fait et on sait que derrière plusieurs chiffres qui se succèdent, notamment sur l'inflation. Quand tu vois par exemple que
d'un mois sur l'autre, tu as l'inflation qui augmente, ben ça, c'est à le mettre, en fait, il faut le mettre en perspective par rapport aux intentions que pourrait, enfin, aux mesures que pourrait appliquer derrière une banque centrale. Une inflation qui monte trop haut, trop vite, eh bien, ça sous-entendra derrière qu'elle pourra monter ses taux d'intérêt et donc ça donnera de l'attrait à la devise en question. Si c'est aux États-Unis, ça donnera de l'attrait, une hausse de taux, ça attire des investisseurs parce que c'est logique, hein, si je vous l'explique, c'est logique. C'est-à-dire que si on vous dit bah, sur tel continent, vous achetez la devise et vous êtes rémunéré à 2-3%, c'est plus intéressant que d'acheter une autre devise qui va être, elle, rémunérée 0,5%. Donc c'est pour ça qu'il y a cet attrait sur cette devise dont le taux d'intérêt va monter. Et donc, c'est pour ça que tu vois, quand tu as une hausse de taux d'intérêt, eh bien, il y a un attrait qui se fait sur la devise, donc le dollar ou l'euro ou le yen ou peu importe, en fait. C'est que ce type de nouvelles nous permettent de définir des stratégies sur du court, moyen, long terme. Voilà, je te laisse poursuivre, Jalal. Yes. Attends, je regarde quelque chose vite fait. Ok. Vous m'entendez? J'ai plus de son. On t'entend, ouais. Ok, super. Ok, donc là, on est passé sur la plateforme. Sur la plateforme, donc là, on se met sur des périodes très larges sur les graphiques. Vous focalisez jamais sur les graphiques. Je vous l'ai déjà dit, c'est des pièges, les graphiques. Parce que quand on ne sait pas les étudier, généralement, on va se mettre en 1 minute là et on va regarder, on va se dire, ça monte, on va acheter. Ça, c'est, je vous le dis de suite, oubliez ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, je le vois souvent faire. Les graphiques, c'est vraiment, on les travaille sur un moment donné, sur une période assez large. On connaît les niveaux, on les repère, poum, après on efface le graphique ou on l'écarte et on ne reste pas collé au graphique, d'accord? Donc ça, vraiment, pour votre trading, faites très attention, c'est un piège, le graphique, ok? Donc après, autre chose, le Dow Jones, le dollar yen, comme je vous ai dit tout à l'heure, le dollar yen, c'est la parité que je vais privilégier si jamais le chiffre, il est fort, d'accord? Puisqu'on a une forte tendance, vous la voyez là, vous l'avez suivi avec moi depuis fin février, depuis que je vous ai rejoint, on a gagné pas mal d'argent sur le yen, on a quasiment pris toute la tendance, notamment sur le cas d'Yen, mais en tous les cas, là, sur dollar yen, moi aussi, j'en ai pris pas mal, certains d'entre vous aussi. Donc, on a une vraie tendance de fond qui est très forte en faveur du dollar contre le yen japonais, vous le voyez. Et ça, ce n'est pas dû, par exemple, au graphique en lui-même. C'est pour ça que je vous dis, le graphique, c'est un piège. Ce n'est pas dû à des éléments graphiques. Certains vont vous dire, ouais, mais c'est la moyenne mobile qui a permis au marché de… Non, ça, tout ça, vous oubliez. D'accord, parce que les moyennes mobiles, c'est sur l'historique des prix. Et tous les autres indicateurs, c'est sur l'historique des prix. Vous l'oubliez. Il y a des éléments techniques intrinsèques qui font que ça monte. En l'occurrence, c'est le différentiel de taux entre l'économie, enfin, les bons du trésor japonais et les bons du trésor américain. D'accord, bon, je ne vais pas rentrer dans ces techniques-là, mais c'est ça qui va créer justement cette dynamique de fond sur du long terme. Là, vous voyez, hein, on est vraiment sur une grosse dynamique haussière. Super, vous voyez, on était à 115, on est monté à 130. Je ne sais pas si vous calculez, ça fait 1500 points. C'est énorme, 1500 points sur une parité. Donc, on connaît la tendance de fond. Très bien. Ensuite, on va réduire notre période parce qu'on va aller se focaliser sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on peut faire aujourd'hui. On va réduire en 4 heures et là, vous revoyez, on retrouve des niveaux. Donc, comme je vous l'ai dit, les moyennes mobiles, etc., les indicateurs techniques, graphiques, pardon, vont nous permettre de repérer des niveaux. C'est comme une bataille navale, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu La bataille navale, en fait. Ben, l'idée, c'est de cartographier. Ensuite, vous allez zoomer sur la zone concernée pour voir si le navire en face ou le sous-marin en face est disponible dans la zone. D'accord? Donc, plus vous zoomez, plus vous avez des chances d'obtenir votre cible. Ben, les marchés, c'est pareil. L'analyse graphique, en l'occurrence, c'est la même chose. Donc là, on a un marché qui est toujours en train haussier sur la même période. Par contre, on observe ici qu'il a buté 2 fois autour de la zone 130. D'accord? Vous avez vu, il a buté, il s'est fait rejeter, il a essayé de remonter, il se fait rejeter. Et tout ça, ce retour est dû à des éléments plutôt macroéconomiques, comme on l'a vu ces derniers jours, notamment les menaces de la Banque centrale du Japon. Il y a aussi de la prise de bénéfices, parce que tous les opérateurs qui ont fait le mouvement haussier, à un moment donné, dites-vous bien qu'ils font comme vous, ils encaissent les bénéfices, donc ils se calment un petit peu. Ensuite, on a les coûts de refinancement, de conversion dollar-yen qui deviennent excessifs pour les Japonais, donc notamment les assureurs japonais. Donc du coup, on a un peu plus de mal à aller se prendre du dollar, etc., etc. Donc il y a plein de raisons fondamentales qui font qu'on a buté. Par contre, sur une nouvelle comme celle d'aujourd'hui, le NFP qui va tomber dans 3 minutes, c'est pour ça que j'essaie d'aller plus vite, on peut casser ces niveaux. D'accord? Si le NFP est vraiment supérieur aux attentes, on peut aller casser le niveau 131. D'accord? On peut vraiment l'exploser. Donc là, ce que j'ai fait moi, vous observez qu'ici, j'ai un ticket pour lancer un ordre au marché. Si je veux cliquer
Je clique là si je veux acheter, je clique là si je veux vendre. Okay, si je veux acheter, par exemple, un lot de 100, c'est 100 000 unités de devis, c'est 10 $ le point. Je vous le schématise, je vous grossis le trait, comme ça au moins c'est carré, chiffre rond. Donc 10 $ le point. Si je me dis, OK, j'achète au marché, on est à 130,50, que derrière on va casser les 131 et que j'envisage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 80 à 100 points sur dollar yen, à ce moment-là, j'achète au marché avec un lot de 100, ça me ferait 1 000 $ de gain. En parallèle de ça, ce que j'ai fait, donc là, je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez un peu mieux les ordres. Ce que j'ai fait, vous le voyez ici, j'ai placé des ordres en attente. J'ai placé un buy stop ici, et avec son take profit, d'accord, et son stop loss à 100 points. OK? Ça va être un scalp. Ça, c'est un pur scalp. C'est un ordre en attente automatique, et si vous observez bien, il fait 10 fois la taille de la position que je veux prendre au marché. Pourquoi ? Parce que si jamais le NFP est fort, retenez bien ça, le NFP est fort. Admettons, j'achète au marché avec un lot de 100. S'il fait 100 points, je fais 1 000 $. Je gagne 1 000 $. D'accord ? Donc, la position partirait là. Je serai en gain. Elle déclencherait l'ordre. Il taperait le take profit. Je gagnerais juste parce que le lot est plus gros, 500 $ de plus sur une opération de quelques points. Et du coup, mon risque serait couvert par la position qui serait entrée au marché là, d'accord, et qui gagnerait déjà plus de 500 $. Vous avez compris la mécanique ? Quand on scalpe un marché, on le scalpe, vraiment, quand on fait du scalping, on le scalpe généralement avec des lots plus importants, mais on le scalpe aussi parce qu'on est couvert par une autre position. Il faut se couvrir. Vous ne pouvez pas rentrer au marché, juste vous dire « Ah, je vais scalper ». Par exemple, parce que j'ai remarqué que vous aimez bien les scalps, c'est bien, c'est une bonne chose le scalping, hein. Mais derrière, vous n'êtes pas couvert, c'est-à-dire que vous n'avez pas créé un coussin sur votre portefeuille. Un coussin, entre guillemets, un coussin, c'est quoi ? C'est, admettons que vous avez gagné, je ne sais pas, sur le mois dernier, vous avez fait 100%, d'accord ? Vous aviez un compte à 10 000, vous êtes à 20 000, ok ? Vous savez que vous avez gagné 10 000 de plus. Donc, vous pouvez très bien vous dire, ok, j'ai déjà gagné 10 000, je vais prendre un risque, admettons, de 3 000 $ sur mes 10 000 déjà gagnés. Donc, je vais aller scalper avec un risque de 3 000 $. D'accord ? Parce que vous avez déjà fait un gain. Et sur le trade là en cours, en l'occurrence, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un risque sur le trade si je rentre au marché. Et à l'inverse, j'ai mis un scalp en bas. Si jamais la nouvelle n'est pas bonne, je scalperai à la baisse. Des questions avant le chiffre ? Donc, nous, là, si on veut trader, on se cale sur USD-GPI, là. Mais non, c'est la sélection de l'investissement qui va le décider. Ça dépend du chiffre. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu es obligé d'attendre le chiffre. Sans le chiffre, tu ne peux pas décider. OK. En fait, c'est le tableau de sélection de l'investissement de tout à l'heure. Tu vois, là, par exemple, ça bouge, là, ça baisse, mais le chiffre, il n'est pas sorti. 428, on est largement au-dessus, donc j'achète. Boum. Ah, désolé, je n'avais pas validé le trading là-dessus. J'achète, hop, le chiffre est largement au-dessus. Le chiffre du chômage est très bon. Donc là, je suis rentré au marché. Vous voyez, j'ai une position en live. On est ensemble. Pour l'instant, ça bouge. Je le laisse faire son cirque. Je n'ai pas eu le temps de mettre mon stop. Par contre, je vais aller mettre mon stop. Modifier l'ordre. Il m'a ouvert sur l'autre fenêtre. Je vais me mettre mon stop à 129,30, le niveau d'hier. Il ne va pas y aller, mais il va monter, je pense. Sur le USD-GPI. Ouais, là, j'ai acheté USD-GPI au marché. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, il part contre moi parce que c'était légèrement pricé. Mais ce n'est pas grave, je m'en fous, je la laisse, la position. On a le chiffre du chômage qui est sorti à 3,5. On a la création d'emplois qui est sortie à 428 000 contre 380 000 à peu près attendus. Donc là, vous voyez, tranquille. Ce que je peux faire maintenant, c'est que moi, j'ai une conviction, c'est que ça va monter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre ordre, ici, nouvel ordre, buy stop, pour aller scalper un autre niveau plus bas sur le marché. Donc, je vais mettre, pareil, un lot de 1 million sur le marché, c'est 10, un lot de 1 million. Je vais mettre mon stop loss à 60, admettons. Hop, pardon, 129,60. Je vais mettre mon TP, si je l'ai. Pardon, j'ai oublié, ordre différé. Hein. Buy stop, donc je vous l'ai dit en dessous, pas loin de la figure. Donc 130,80, je vais mettre. 80, hop. 80. Plus un TP à 130,85. Comme ça, je prendrai 5 points. C'est un scalp, attention. Hein, et je me le note. Regardez bien. Ici, commentaire, scalp. OK. Pourquoi je le marque, le commentaire ? Parce que je le virerai, l'ordre. Si jamais il n'a pas été exécuté, je le sors de là. OK. Donc, scalp, attention, on est bien sur un buy stop parce qu'on le met au-dessus du marché à 130,85 qui sera TP, mais le cours du marché sur lequel il sera déclenché, c'est 130,80. OK. Donc là, je le place. Et il a apparu ici, vous le voyez ? Check le Canadien, là, l'emploi canadien qui est sorti en même temps.
Alors, j'ai pas vu l'emploi canadien. Vous voyez, là, sur le position en cours sur le marché, elle est en train de gagner. Si dollar yen continue de monter, elle va gagner. Je pense qu'il peut y aller quand même, aller le chercher là-bas. À part si la Boge intervient maintenant, ça me ferait mal. Mais Sur ton premier ordre d'achat, le TP, tu le mets à combien? pour l'instant, j'en ai pas mis parce que je veux prendre tout le D'accord. mouvement. Il va me servir de couverture. Tu vois ce que je veux dire? Mais je Ok. pourrais très bien le mettre à 100 points plus haut. Tu vois, je pourrais très bien le mettre à. Hop, je peux très bien le mettre à 131, ici 131,50 par exemple. Mais après, moi, je veux pas du 131,50, je veux plus. Mais après, peu importe. Il va pas le faire aujourd'hui. Il va pas faire un gros mouvement de 200 points aujourd'hui sur la nouvelle. Voilà. Et là, j'attends tranquillement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de s'affoler, il n'y a pas besoin de s'exciter. On balance des ordres. Et le sel, 129,60, t'as mis. Non, sur la position exécutée au marché, j'ai mis mon stop 129. à 129,30. Elle est là. Et Ouais. sur les autres, après, je les ai mis à des niveaux différents par rapport au risque que je prends. Parce que si tu remarques bien, le risque que je prends à chaque fois, ce sera des lots de 1 million. Les scalps, Oui, ce oui. sera sur des lots de 1 million, c'est-à-dire 10 fois la position en cours. OK? Bon, il ne bouge pas trop, là, étonnamment. Farouk me dit qu'il y a des questions. Ah oui, pardon. Je vais en profiter pour répondre aux questions. Ouais, c'est clic droit sur le graphique pour sélectionner. Hein. Clic droit, hop, trading, nouvel ordre. Et là, c'est pour placer un ordre. OK? Là, vous placez votre ordre. Soit exécution au marché, soit exécution au marché, c'est-à-dire si vous voulez rentrer au marché comme j'ai fait pour ce dollar yen, soit ordre différé pour mettre des ordres. Soit buy stop. N'oubliez pas, buy stop. Le marché est haussier. Buy stop au-dessus du marché. Sell stop en dessous du marché. Sell limit, c'est-à-dire je veux qu'il soit déclenché, je le mets là. Un sell limit. Admettons si je veux que le marché revende si jamais le niveau est atteint, etc., etc. Donc faites bien attention à ça. Dans la tendance du marché, c'est dans un sens, c'est buy stop. Dans la tendance contraire, c'est buy limit. Donc, du coup, tu as eu cette logique parce que les chiffres ont dit qu'ils ont été plus élevés que ce qu'ils annonçaient, quoi. C'est ça, regarde. En fait, si on reprend notre graphique de tout à l'heure, ici, on va se le noter, comme ça au moins tu vois, c'est carré. Ici, on a eu 428 000 créations. Donc, on est au-dessus des 390. Ce n'est pas énorme, donc on n'était pas forcément obligé de trader, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, 428 000 créations. Ici, sur le chômage, il est sorti, Farouk, tu me confirmes, il est sorti à 3,4. Il est sorti à 3,4 ou 3,5? Je l'ai vu passer vite fait tout à l'heure. En dessous, ils ont encore. Le taux de chômage a baissé, quoi. Ouais, c'est ça, il a baissé, donc c'est une bonne nouvelle. Et ça peut inquiéter les marchés. D'ailleurs, on va aller regarder ce qui se passe sur les autres marchés. Parce que tu vois, là, nous, on a traité dollar yen. Donc, on a fait ça. On s'est mis dans cette colonne-là. Je ne trouvais pas le bouton pour remettre okay. le son. Tu vois il est sorti à 3,6. 3,6, 3,5 attendu et 3,6 précédent. Donc, c'est conforme au précédent. Ah, il est conforme au précédent. Bon, du coup, on scalpe que le NFP. Tu vois, j'ai pas eu un bon chiffre. Mais c'est pas grave. Ouais. Il y a les salaires moyens aussi qui sont sortis à 0,3. Il faut regarder un petit peu l'ensemble qui crée l'inflation. Et puis, je te finis par... dans le secteur manufacturier, il y a quand même une hausse significative de 55 000 contre 35 000 attendus. Ok. Là, les chiffres, ils vous les donnent où, en fait? Sur les calendriers? Sur les calendriers, ouais, bah, là, tu te mets sur le calendrier, tu vois, ici, ils sont tous apparus, les chiffres, tu vois. L'emploi canadien qui est sorti à 47 000, donc du coup, le dollar canadien a dû booster, on va le regarder. On a derrière les chiffres américains qui sont tous sortis ici, tu vois. Donc le NFP, il est sorti à 428 000, etc. Tu vois, c'est en direct, tu vois, avec ton calendrier économique, tu es tranquille, tu vois. Tout est sorti en direct, tu as tous les chiffres. Et après, tu peux les décortiquer tranquillement. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va se remettre sur la plateforme et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'ensemble des marchés. On a eu des petites réactions sur l'ensemble des marchés, d'accord? On a l'or qui a fait un léger rebond. Ici, vous avez le pétrole qui a fait un léger mouvement de baisse. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas énorme parce qu'en fait, le marché se focalise entre le taux de chômage finalement qui n'a pas baissé tant que ça, mais à côté de ça, on a une création d'emplois qui est au-dessus des attentes. Donc le NFP, on n'a pas eu une grosse volatilité. Si tu prends ton graphique, tu vois pourquoi il n'y a pas de stress? Parce que mon graphique, il est en 1 heure. Mais si tu te mets en 1 minute, par exemple, tu vois, il y a du stress pour rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça sert à rien. Ça bouge, ouais. Ouais, ça sert à rien d'avoir un graphique en 1 minute, on s'en fout, c'est pas intéressant. Donc on reste vraiment sur une période large. Moi, à 4 heures, j'aime bien aller au plus bas, je descends à 1 heure, ça va, mais franchement, en 4 heures, ça me va. Et puis voilà, et on attend tranquillement et on ne stresse pas, quoi. Pas de stress. Le dollar canadien ici contre le dollar américain, vous voyez, il n'y a pas eu de gros mouvements. Je suis en daily, pardon. Je vais me mettre, hop. On va se mettre sur le dollar canadien. Pareil, il n'y a pas eu de gros mouvements, vous voyez, hein, ça n'a pas particulièrement bougé, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles se sont paralysées. Parce qu'il y a eu un bon chiffre américain,
il y a eu un bon chiffre canadien, c'est paralysé. Vous voyez, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que quand on fait notre sélection de l'investissement, il est important de prendre toutes les parités. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais éventuellement tradé cette parité-là si on avait eu un gros différentiel, c'est-à-dire entre les créations d'emplois américaines et les créations d'emplois canadiennes. Si par exemple le Canada nous avait sorti le chiffre de 47 000 et que les États-Unis nous avaient sorti 200 000, là, dans ce cas-là, il aurait été intéressant de vendre USD CAD. D'accord? C'est pour ça que je dis à la limite, parce que ce qui est intéressant avec $CAD, alors comme il le dit, c'est vrai que le dollar canadien est une como currency, c'est-à-dire qu'elle est corrélée à 70% au prix du pétrole, donc ce n'est pas une corrélation totale, mais il y a quand même une incidence. Mais si on regarde bien $CAD, il a fait un range, c'est-à-dire qu'il a évolué entre deux prix pendant plusieurs semaines, et les 1,29 sont quand même intéressants, parce que s'il décide à l'ouverture américaine, car on a l'ouverture américaine à 15h30, donc les Américains pourraient décider d'acheter massivement du dollar. Donc ce qui est d'intéressant comme stratégie, c'est de fonctionner avec des ordres d'attente. N'hésitez pas à fonctionner avec des ordres d'attente parce que le 1,29, s'il le casse potentiellement et qu'il se focalise sur l'emploi américain et donc la hausse des taux, le dollar pourrait massivement pousser pendant cette séance. Et en buy stop alors? En buy stop, voilà, au-dessus de 1,29 qui a été le Là, en plus. fait, si vous remarquez sur dollar yen, j'ai 2 ordres buy stop là-haut, c'est des scalps. D'accord? Ce que j'ai mis tout à l'heure. Sur le short, en cas de baisse, si éventuellement ça devait baisser, pareil, j'ai mis un scalp. Vous voyez, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai cet ordre-là. Admettons, prenons le scénario où le dollar yen tombe. Je ne pense pas qu'il tombe, mais admettons qu'il tombe. D'accord? Moi, ma stratégie, elle est faite. Il tombe, j'ai mis mon stop à 129,30, je suis rentré à 130,31. D'accord? Bon, à peu près 100 points. Donc, si jamais ça tombe, combien je perds? Je perds $1000. Pas de problème. À côté de ça, j'ai un scalp qui attend ici, là. D'accord? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas mis dans l'ordre. J'ai un scalp vendeur qui attend. Et celui-là, il va aller chercher 5 points sur le marché. D'accord? Si jamais il y va, il va me récupérer $500. C'est-à-dire que j'aurais perdu sur un mouvement de 100 points $1000 et je récupérerai sur un mouvement de 5 points $500 grâce à un scalp. Et pourquoi il est en bas? Parce que s'il y a un retournement sur le marché, donc je l'ai positionné, c'est pour ça que quand je vous dis protéger, quand je marque cover sur le Telegram en anglais ou quand je dis protéger, j'ai couvert mon ordre sur le Discord, c'est ça que je fais. Vous voyez? Je ne vais pas couvrir la totalité de la perte, mais si vraiment il y a une tendance qui se dessine, un vrai retournement, eh ben, je peux aller me faire le mouvement de baisse. Tu l'as fait un petit peu, Gianni, toi, hier, par exemple. Tu perdais sur la livre yen. D'ailleurs, c'était mon cas aussi, mais on était nombreux d'ailleurs. Hier, on a perdu sur la livre yen pour ceux qui étaient restés en position avant la réunion de la Banque centrale britannique. Oui. D'accord? Moi, je n'avais pas toutes mes positions dessus parce que j'en avais encaissé une partie, mais après, j'en ai laissé une. Je me suis dit, au cas où, si jamais la BOE est plutôt très optimiste, à ce moment-là, je profiterai du mouvement. Mais c'est ce qu'on appelle une prise de risque. Et du coup, comment j'ai couvert mon ordre? Et je vous l'avais marqué dans le Discord. Je vous avais dit, si la Banque centrale est pessimiste, je vendrai soit la livre contre le dollar américain, soit la livre contre le dollar canadien. Et je crois que j'ai vu Jonas passer en disant qu'il achetait le câble avant le truc. Donc, il a dû se prendre une petite fessée par le marché. Ce qui peut arriver, ça peut se tenter. Vous pouvez tenter, mais faites attention à vos leviers. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que hier, livre yen, elle est tombée. Donc, on a pris une perte sur livre yen. Mais dans le même temps, on a livre CAD qui nous a donné raison. Et on a couvert la perte. Et même pour certains, en gain. Vous voyez? Donc, on se couvre toujours. On ne se complique pas la vie, on se couvre toujours. C'est pour ça que ce que je vous disais, c'est là, en fait, ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, ce qu'on essaie de vous montrer avec Farouk, c'est comment trader vous-même par vous-même. Pour trader vous-même par vous-même, vous avez des calendriers économiques comme sur ce site-là. Vous allez sur le Daily FX. D'ailleurs, c'est une société chez qui j'ai travaillé. Vous avez le Daily FX, vous avez votre calendrier économique. Tout est en français, c'est génial pour vous. D'accord? Vous avez ici le calendrier, tac, calendrier économique. Il vous ouvre cette page, il va vous mettre à l'heure actuelle. Demain, pareil, la semaine prochaine, dans 7 jours, etc. Vous choisissez votre période, etc., etc. Vous prenez tous les chiffres, vous allez voir ça là, fort. D'accord? Ça veut dire que ça aura une grosse incidence sur la monnaie concernée. Et quand on est sur... Il y a des fois, il y a les têtes de taureau, non? Oui, voilà. Ouais, certains brokers mettent des têtes de taureau, mais c'est pareil, c'est l'incidence. Si tu as 3 têtes de taureau, ça veut dire que tu as une grosse incidence. Après, nous, on a l'habitude, parce que c'est notre métier, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, de savoir quels sont les vrais chiffres économiques qui vont avoir une incidence sur le marché, les calendriers économiques comme ça, ils te le montrent. Tu vois, là, incidence forte. Ici, les taux de participation, incidence faible. Tu vois ce que je veux dire?
voilà, par exemple, si on remonte en début de semaine, hier, on avait la Banque centrale d'Angleterre, et tu vas voir que la Banque centrale d'Angleterre, boum, Royaume-Uni, décision sur les taux forte, tu vois. Ça, c'était hier. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu l'as en avance. 7 prochains jours, la semaine prochaine, tac, tu cliques. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Ah, ils te disent quand même d'avance ce qui peut se Ah passer. oui, comme je vous ai expliqué la dernière fois par rapport au NFP, le NFP, c'est tous les premiers vendredis du mois, tu as le NFP américain. OK? C'est comme ça, c'est une règle. C'est tous les premiers vendredis du mois depuis toujours. OK? Et donc, au calendrier, si tu ne sais pas ce qu'il y a comme chiffre la semaine prochaine, tu vas regarder. Là, on va faire défiler, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de majeur la semaine prochaine. Tac, hop, forte Mexique. Bon, vous n'allez pas jouer l'inflation au Mexique. Vous pouvez trader le peso mexicain. Hein. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Par contre, je vous dis, faites super attention parce que la volatilité sur le peso mexicain, elle est juste monumentale. Hein. D'accord? Mais vous pouvez aller faire, je ne sais pas, on va regarder qu'est-ce qu'on a encore de majeur la semaine prochaine au calendrier. L'Allemagne, ouais, le ZOO, c'est pas mal. C'est le sentiment économique. Si vous voulez jouer l'euro la semaine prochaine, ça peut être intéressant. Alors, pareil, admettons que vous voulez faire le ZOO. Le ZOO, vous prenez pareil un tableau comme on a fait là pour le NFP. Où c'est qu'il est mon tableau? Tac, pardon, j'ai 40 trucs, j'ai 40 écrans, les gars. OK. Le ZOO, vous marquez, pareil, papier, feuille blanche sur Excel ou sur un papier manuel, manuscrit, pardon, et vous tapez ZOO, OK, ZOO, OK, quelles sont les attentes? Pareil, je vais attendre mon chiffre. Ensuite, je vais trader l'euro, puisque le ZOO, c'est l'Allemagne, ça concerne l'euro. Donc, OK, je vais trader l'Allemagne et l'euro. Donc, contre quelle parité je le traderai la semaine prochaine? Si le ZOO est bon, OK, mon euro peut s'apprécier. D'accord? Contre quelle parité? Contre le yen, parce que c'est un peu la victime du marché en ce moment. D'accord? Etc., etc. Mais vous faites votre sélection. À l'inverse, si le ZOO n'est pas bon, l'euro, contre quoi je vais le vendre? Qui est le plus fort sur le marché en ce moment? Le dollar. OK, donc je vendrai l'euro contre le dollar. Et qui est aussi le plus fort en ce moment, soutenu notamment par le pétrole? Le dollar canadien. Donc je pourrais éventuellement vendre l'euro contre le dollar canadien. D'accord? Etc., etc. Et je peux aussi aller vendre le DAX, parce que le DAX est très largement concerné par les chiffres économiques de l'Allemagne, etc., etc. Et ça, je veux dire, les données qu'on te donne là, par exemple, une semaine avant, ça ne peut pas changer après Non. En fait, n'oublie pas un truc. Juste sur la mécanique qu'on a fait tout à l'heure. Ici, par exemple, il est où le ZOO? Il faut que je retrouve mon ZOO. Hop, mon ZOO, il est là. Regarde bien ici. Tu as le ZOO qui va être publié donc la semaine prochaine. Ici, tu as le consensus. Ah oui, donc le là, consensus. tu vois, voilà, le consensus, c'est toujours le chiffre fondamental à suivre. C'est-à-dire que le marché, il intègre dans ses prix actuellement que le consensus sur le sentiment économique des acteurs allemands est à moins 42. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas un bon sentiment économique, d'accord? Parce que c'est à cause de la crise ukrainienne, etc., etc. Il y a tous les autres fondamentaux qui viennent derrière. Donc, tu fais quoi? Si jamais le ZOO il sort à moins 42, tu ne traites pas parce que c'est déjà intégré dans les prix. En revanche, si le ZOO sort à moins 80, là, tu te dis que l'euro va se prendre une petite claque ou que le DAX va se prendre une petite claque. Donc, tu te permettras de shorter le DAX ou de shorter l'euro. D'accord? Toujours là, les gars? Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre la semaine prochaine au calendrier? Australie, bon, c'est la nuit, c'est pas la peine. Ça va être fatigué. Inflation en Chine, on s'en fout un peu puisqu'ils ont bougé sur les taux. Par contre, il y a le taux d'inflation en zone euro la semaine prochaine. Celui-là aussi, il est fondamental. Hein. Parce que pour l'instant, la BCE, elle tient des discours comme quoi elle ne va pas bouger sur les taux, etc. À 8 heures. Mais il y a Heure l'inflation. française. Ouais, c'est 8 heures française. Hein. Là, allez sur le site DailyFX, le calendrier économique, là, sur ce site, dailyfx.com. DailyFX, ok. Ouais. Avant, c'était une société qui appartenait à FXM. Moi, j'avais travaillé chez FXM et du coup, j'avais travaillé chez eux. Et depuis, elle appartient à IG, le broker IG. Ok, on va regarder notre position. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on est gagnant, c'est en train de gagner. Donc là, libre à vous. Soit vous encaissez le trade, d'accord? Vous faites un gain, vous l'encaissez. Vous voyez, on prend 200 balles, on doit prendre 20 points. Ouais, c'est ça. Soit vous laissez le trade aller jusqu'au bout. Donc moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai des scalps qui m'attendent là-haut. Donc tranquillement, je laisse cette position. C'est ça qui est important aussi dans votre trading parce que je l'observe régulièrement, on en parle avec Farouk, c'est que vous ne laissez pas les trades aller jusqu'au bout. Quand je vous mets des TP éloignés, profitez-en, gardez-les éloignés. Et si vous encaissez, admettons, si vous encaissez le dollar yen maintenant et que vous rentrez sur dollar yen, mais ne mettez pas votre stop à 30 points, remettez votre stop là où je l'avais mis sur le premier trade. Parce que la logique, c'est toujours la même. D'accord? Vous êtes toujours là? Ouais. Donc vraiment, soyez patient.
De toute façon, c'est toujours pareil. Si on veut aller chercher les TP assez longs, il faut quand même qu'on adapte nos lots. Exactement. Là, tu Des vois, par faibles. rapport, regarde, Gianni, par rapport à la taille du compte, j'ai un compte de 100 000. Si jamais mon TP, admettons, à 100 points, il est tapé, d'accord, à 131,50, ça me fait $1000 de gain. $1000 de gain sur 100 000, c'est combien en pourcentage? $1000 de gain Ouais, sur 100 000 de sur capital. 100 000. Ouais. C'est pas 10%. Non, c'est 1%. Tu vois? 1%. Donc, c'est joli. Sur un trade, tu fais 1% de la valeur de ton compte, c'est cool. Sachant que, Ouais. n'oublie pas en plus, regarde, Gianni, j'ai mis 2 ordres scalp en attente. Donc, ça veut dire que je prendrai $1000 plus les 2 scalps. Les 2 scalps, c'est $1000 de plus. Parce que c'est 500 chacun. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça veut dire que je prendrai $2000. Ça me fait 2% si jamais j'ai raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, si ça redescend, bon, ben, tu perds que sur ta première position parce que les deux autres, elles vont pas s'enclencher. Quoi. Exactement. Tu vois, l'idée, c'est de me couvrir. Au lieu de lancer 3 ordres d'un coup. Quoi. Exactement. Regarde, là, je suis rentré au marché, comme tu l'as vu tout à l'heure. Et mon autre ordre qui attend, il est là. Ça, c'est le scalp. Scalp TP serré. Après, moi, j'ai décidé arbitrairement que mon TP, je le mettais à 5 points. Mais je peux très bien ne pas le mettre à 5 points. Et là, par exemple, regarde, ce que je peux faire aussi, c'est me dire, OK, moi, ça me va pour aujourd'hui, j'ai gagné 200 balles, j'encaisse tout, je ferme mes ordres en attente et je vais prendre mon week-end. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, ouais. apprenez à le faire. Quand vous faites des gains intéressants, prenez vos gains, allez faire un tour. Allez vous reposer, prenez un jour, 2 jours. Un truc tout bête, mais je vous le dis, vous avez eu l'occasion de faire des gros gains. Quand tu fais des gros gains, par rapport à ton capital, n'oubliez pas qu'une banque, pour vous donner le même capital, c'est à peu près jamais, pour vous répondre honnêtement. Mais tu fais, je sais pas, comme certains d'entre vous ont fait 100% le mois dernier. D'accord? Ou plus, parce qu'il y a eu plus que 100%. Enfin, bref, tu fais 100% sur la valeur de ton compte en un mois. C'est juste énorme. Mais prends-toi des jours de vacances, va profiter du gain que tu as fait, paye-toi un resto, fais-toi un voyage, etc. etc. N'oubliez pas, il n'y a pas d'urgence à gagner de l'argent. Vous avez vos quotidiens, vous avez vos trains de vie, vous faites des choses, profitez de la vie. Faites-le par plaisir, apprenez, parce que c'est passionnant. Après, c'est ultra passionnant, parce que comme vous l'avez vu, on suit l'économie, on suit la géopolitique, on suit tout, quoi. Donc, c'est passionnant. Mais il ne faut pas que ça devienne, si vous voulez, une espèce de casino, de monopoly. D'accord? Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de traders amateurs qui sont venus sur les marchés croire que c'était le casino et en gros, avec l'expression buy the fucking deep. Donc, en gros, dès que les marchés baissaient, ben, ils rachetaient comme des tarés. Mais ça, c'est fini cette époque-là. Là, on revient dans un marché de professionnels où la volatilité est de retour, les crises géopolitiques sont de retour, les banques centrales vont devoir être actives parce que l'inflation est là, etc., etc. Donc là, vu que c'est un marché assez technique, ben, il va falloir se former, apprendre un petit peu la technique, d'accord? Mais gentiment, hein, ça se met plus de pression que ça. Et après, vous faites vos opérations gentiment, vous faites de l'argent. N'oubliez pas de profiter de l'argent que vous gagnez. Il faut d'abord en faire de l'argent, quoi. C'est ça le problème. Et ça va venir. Ça va venir. C'est en pratiquant que vous allez en faire. J'espère. C'est avec de la méthodologie que vous allez y arriver. Honnêtement, là, vous voyez, je vous ai montré la méthodologie aujourd'hui. Ça fait un gain. On a fait le trade en direct ensemble. Voilà, je peux très bien me décider, j'encaisse, j'ai gagné 200 balles, merci, au revoir, j'ai fini ma journée. Hein. Et je ferme tous mes ordres. Moi, je ferme ma journée avec ça. Hein. Mais il faut y arriver. Là, je arrive pas. T'as pas acheté tout à l'heure quand j'ai acheté? Non, ouais, j'étais en retard. Ah, bon, c'est pas grave. Mais enfin, peu importe. N'oubliez pas aussi, autre chose qui est importante, ne vous précipitez jamais sur un trade. C'est pas parce qu'il y a un trade qui est passé il y a 1 heure, il y a 2 heures, ou même maintenant, là, dans l'immédiat, qu'il faut le prendre. Moi, en fait, là où j'insiste par rapport à ça, c'est sur le fait que ne vous précipitez pas, je vous le dis en permanence. Pourquoi? Parce que des opérations, il y en a tout le temps. Il y en aura tout le temps sur les marchés. Vous en ratez une, ne vous en faites pas. La suivante, elle saura prendre, elle sera peut-être gagnante, etc. Là, le NFP, je vous le dis, moi, c'est un chiffre, j'adore le trader. Vous voyez, si je ne travaillais pas à plein temps, je pourrais me consacrer qu'à ne faire 1 fois par mois que ce chiffre-là. Pour vous dire, voilà, parce que le NFP, c'est un mouvement mécanique. Farouk, il le sait, parce qu'il me connaît bien sur le trading. J'adore ce chiffre. Je peux ne faire qu'un seul trade par mois, le NFP. Voilà. Et j'ai gagné mon mois. Merci, au revoir. Vous pouvez vous adapter, pareil, votre trading à votre quotidien. C'est pour ça que je vous disais à certains d'entre vous, si vous avez une activité à côté, ne tradez pas tout le temps, ça ne sert à rien. Vous prenez votre calendrier économique. OK, quel chiffre je peux faire cette semaine par rapport à mon emploi du temps personnel? OK, je vais faire tel chiffre ou tel autre.
Là, par exemple, Après, Gianni. c'est prenant, c'est prenant. Après, c'est vrai que. Ouais, mais c'est le côté jeu. Attention au côté Ah, jeu, c'est le c'est un côté jeu, piège. oui, oui. Après, certains ont le côté jeu, certains. Et c'est vrai que même arriver tu vois, tellement que tu es habitué du lundi au vendredi, samedi, dimanche, tu n'as plus rien et ça y est, t'es pas bien. Et du coup, le week-end, tu vas t'éclater sur les cryptos, c'est ça? Non, mais regardez juste la mécanique, en fait. Pour ceux qui sont arrivés en cours, j'ai fait un truc, c'est froid, en fait. C'est froid, le trading. J'ai fait quoi? J'ai préparé mon trade tout à l'heure. D'accord? Je me suis fait un tableau. OK, consensus sur le NFP. OK, le chiffre précédent, 431, le consensus était là. Le chiffre est sorti à 428. Donc, comme j'avais dit, consensus, si jamais le chiffre est au-dessus, je me mets dans cette colonne-là. OK? Si le chiffre est en dessous, je me mets dans cette colonne-là. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le chiffre, il est sorti à 428. Donc, au-dessus, je me suis mis dans cette colonne-là. Oui, J'ai t'as pas tout déjà tes tradé. J'aurais ordres pu de près, trader le quoi. pétrole, j'aurais pu trader l'or, j'aurais pu trader le Dow Jones, etc. Honnêtement, si le chiffre il était sorti ici, là, à 500 ou 600 000, j'aurais vendu en même temps le Dow Jones sur le marché. Mais je ne l'ai pas fait parce que 428 par rapport aux 390 de consensus max, c'est pas énorme, mais c'est quand même un bon chiffre. Mais vous voyez, donc je suis allé trader gentiment dollar yen. J'aurais pu faire les autres trades, hein, mais j'ai pas besoin. Celui-là, il m'allait très bien contre le yen japonais. Et d'ailleurs, elle est gagnante, la position. Vous voyez, tranquille. Regardez, ça monte tranquillement. On n'est pas pressé. On ne stresse pas. On ne se dit pas, OK, il y a un trade à faire, je me jette dessus. Moi, ce que j'aimerais, ce qui serait top pour vous, c'est que vous compreniez cette mécanique-là. C'est pour ça que je vous dis toujours, prenez une feuille, préparez le trade. Ne vous jetez pas dans un trade juste parce que vous avez une alerte. Je vous l'avais dit, Gianni, quand je vous ai rejoint, moi, si c'est juste pour envoyer des signaux, ça me plaît pas parce que y en a plein qui le font et c'est que des signaux quoi et on comprend pas la mécanique. Donc ce qui se passe c'est que les gens vont suivre les signaux et le problème c'est que ils les prennent quand ils les prennent, c'est-à-dire que si le signal il est sorti à une certaine heure, la personne elle arrive 4 heures après, elle voit le signal qui est toujours affiché, elle se dit ah ben c'est maintenant donc elle achète, surtout parce qu'elle n'est pas initiée, elle n'a pas l'habitude, c'est normal. Et du coup derrière elle se prend une perte, elle comprend pas, elle s'écœure vite et surtout elle perd de l'argent et elle s'écœure vite. D'accord? Tandis que si on prépare le trade en amont, comme on l'a fait là tout à l'heure, ça t'a plu, je pense, Gianni, comme la méthode, comme on l'a fait. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Tu vois, là, c'est carré. Hein, vous voyez, je ne suis pas stressé, je ne suis pas inquiet. Même si on partait en perte, je n'aurais pas été stressé. C'est de la logique après. Voilà, c'est ça. En fait, c'est de la méthode, en fait. Il faut être méthodique. Okay, c'est vraiment, on prend le temps, on ne se précipite pas, on a un calendrier éco. Là, ça fait par exemple plus d'un mois qu'on est ensemble. Après, vous n'aviez pas l'habitude, mais voilà, maintenant, vous allez le savoir pour l'avenir. Calendrier économique, boum, c'est la base. Hein. OK, on a quoi cette semaine, on a quoi tel jour, OK, comment on va trader. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer? Je te donne un exemple. Admettons, on veut faire le taux d'inflation en Allemagne la semaine prochaine. Mais si, entre-temps, il y a eu des nouvelles majeures, par exemple, on se dit, on la prépare aujourd'hui pour la semaine prochaine, on se dit, OK, on va faire l'inflation la semaine prochaine, on achètera l'euro si on est au-dessus de ce chiffre de l'inflation, parce que ça poussera la Banque centrale à éventuellement réagir. Et que le marché va le pricer. Donc, on se dirait, si on en reste à aujourd'hui, on se dirait, l'euro, je l'achèterais par exemple contre le yen. Okay, on pourrait très bien se dire ça. Mais si entre maintenant et la semaine prochaine, au moment de la publication de ce chiffre, il y a la Banque centrale du Japon qui est intervenue pour calmer le yen, je te garantis qu'on ne fera pas euro-yen la semaine prochaine sur le chiffre de l'inflation. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pas parce que c'est l'Allemagne qu'il faut de suite viser tout ce qui est indice allemand, tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, ça n'a rien à voir. Ouais, il ne faut pas oublier que la semaine que tu as derrière, en fait, ce qui se passe, tous les autres événements qui se passent pendant la semaine et comment ils peuvent influencer. N'oubliez pas les devises, parce que souvent, vous allez entendre, et ça, c'est beaucoup de traders amateurs qui font ça, ou des brokers amateurs, ils vont vous dire, moi, je ne traite que euro-dollar, moi, je ne traite que dollar-CAD, moi, je ne traite que telle parité. C'est du grand n'importe quoi, je vous le dis de suite. Hein. Quand vous entendez ça, c'est du cirque. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas trader que euro-dollar sur le marché. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des influences sur d'autres parités. Si vous faites cette méthodologie-là, en l'occurrence de la sélection de l'investissement, comme on l'a fait tout à l'heure, vous avez plus de chances de gagner. Parce que n'oubliez pas, on n'est jamais sûr à 100% sur un trade, ce n'est pas possible. Notre conviction, en fait, l'idée, c'est, avec la méthodologie qu'on va employer, c'est d'avoir un taux de conviction assez élevé pour se lancer dans le trade qu'on va faire. D'accord? Quand j'ai préparé mon trade tout à l'heure avec tout ça, je n'étais pas sûr à 100%. Ce n'est pas possible. Mais je me suis dit, OK, comment je vais opérer? Quelle va être ma stratégie? Ma stratégie, c'est tout ça. Si le chiffre est au-dessus des attentes, du consensus, je vais acheter le dollar contre quoi? Le yen. Pourquoi le yen? Parce qu'on a un différentiel de taux qui est énorme. On a une tendance baissière sur le yen depuis plus d'un mois et demi.
etc., etc. Tous les fondamentaux, on les connaît. Je vous avais dit aussi, je pourrais très bien vendre la livre contre le dollar tout à l'heure. Pourquoi la livre? Parce que même si la Banque centrale anglaise a monté les taux hier, derrière, elle avait un discours ultra pessimiste. D'ailleurs, je n'ai pas regardé ce qu'a fait le câble. On appelle ça le câble, hein, livre dollar hein, dans le jargon. Donc, si vous m'entendez dire câble, moi ou Farouk, c'est la livre dollar. Donc, la livre dollar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue, vous voyez, sur les chiffres. Là. Elle n'est pas beaucoup descendue. On va se mettre en 15 minutes pour voir de combien elle est descendue. Bon, elle a fait ce petit mouvement-là. Mais elle est déjà très survendue, donc on va se calmer dessus. Enfin, moi, je ne suis pas dessus. Hein. Mais voilà, tranquille. Vous avez compris la mécanique? C'est vraiment, on prépare le trade, on sélectionne. Gardez en tête l'image de la bataille navale ou des jeux d'échecs. Moi, je joue aux échecs, j'aime bien les échecs. Quand on fait un mouvement en échec, c'est bien de savoir faire le mouvement, mais c'est aussi bien d'essayer d'anticiper ce que va répondre l'adversaire. Mais là, c'est pareil, en fait. Donc, on construit gentiment. Donc là, je me suis dit, mon trade aujourd'hui, USA, NFP, dollar. Donc, c'est mon trade du jour. Ensuite, les paramètres, l'emploi précédent, c'était ça, les créations. Le consensus, c'est ça. OK, qu'est-ce que je fais? Parce que tout à l'heure, vous l'avez vu, on n'avait pas fait le trade. Donc, on a que ça comme info. C'est pas que ça, c'est une bonne info déjà. Mais on se dit quoi? On se dit, si on est au-dessus, on fait ça. Si on est en dessous, on fait ça. Tu as mis le vert avec le vert. Hein. Comment? Tu as mis le vert avec le vert. Donc, si tu aurais été en dessous, tu aurais mis le jaune et on serait parti sur de la vente. Exactement. Et ce que j'aurais fait sûrement, c'est celle-là. Tu vois, je l'ai mise en premier, en prioritaire. J'aurais sûrement choisi la paire où tu es plus à l'aise. Ou, ouais. Là, c'est pas où je suis le plus à l'aise, je m'en fous d'être à l'aise. C'est pas par rapport à mon sentiment personnel, c'est par rapport à la mécanique des marchés actuels. Pourquoi j'aurais fait celle-là? Si le chiffre il était sorti, par exemple ici, le consensus, le chiffre ici il était sorti à 200 000. J'aurais vendu le dollar ici, là, 20 dollars, contre principalement le dollar canadien. Parce que oui, par rapport, oui, d'accord. Ouais, le chiffre du Canada, il est sorti très bon, tu vois. Et là-dessus, j'aurais été certain de gagner de l'argent. Peut-être pas 80 points, tu vois, la volatilité, quand j'ai marqué la volatilité. Mais en tous les cas, j'aurais été certain que la probabilité que je gagne de l'argent sur ce trade, elle aurait été plus élevée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des questions? Je suis arrivé un peu en retard. J'ai pas compris le consensus là. Où c'est que tu as pris ces chiffres? C'est les calendriers économiques. Je vous l'ai dit, allez sur le site dailyfx.com. Oui, j'y suis déjà allé. On l'a enregistré. De toute façon, Aurélie, on l'a enregistré. Après, on va vous le donner sur le calendrier économique. On vous le redonnera, comme ça, vous pouvez vous le regarder tranquillement. Mais après, tu peux lui redire, ouais, Jay, si vous avez le temps. Alors, il y a Lucas qui m'a posé une question. Sur un live trading, sur celui-là, est-ce que tu gardes la même valeur de lot qu'habituellement, 0,1 pour moi, ou juste c'est le moment de mettre des lots plus gros? Non, sur les lots, moi, Lucas, je ne connais pas vos comptes. Je vous l'ai déjà dit, moi, je ne connais pas les valeurs de compte. Donc, soyez prudent sur les lots. Quand je dis soyez prudent, ça veut dire que par rapport à la taille de votre compte, vous allez prendre un trade qui n'est pas énorme. Vous voyez, moi, j'ai un compte là à 100 000. J'ai balancé un contrat standard sur le marché. Un lot, c'est un contrat standard. C'est 10 $ le point. D'accord? Donc, j'ai balancé juste un contrat comme ça, avec un risque à 100 points. Ça veut dire qu'au pire, je perds 1 000 $, c'est-à-dire 1% de mes 100 000. À côté de ça, j'ai mis des ordres en attente qui, eux, ceux-là, sont 10 fois la taille de ma position actuelle. Ça, c'est pour les scalps. D'accord? Parce qu'ils vont aller chercher que 5 points. Attendez, je vais me remettre sur le graphique dollarienne. Donc, les scalps, tu mets un lot plus fort qu'un trade normal. Alors, attention, sur les scalps, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ne vous jetez pas sur les scalps. Ça va redescendre aussi le scalp, donc tu attention, peux beaucoup. Exactement. Hein. Le scalp, il a une logique. La logique est la suivante. Je suis rentré au marché parce que le chiffre, il était bon. On a un calendrier économique. Ce calendrier économique, on l'anticipe. J'ai un chiffre économique qui est publié, qui est finalement meilleur qu'attendu, donc qui encourage le trade que je voulais faire, d'accord? Par rapport à la sélection d'investissement que j'ai fait tout à l'heure. Donc, chiffre bon, supérieur aux attentes, le chiffre est là, j'achète. J'achète contre telle ou telle parité, c'est par rapport à la sélection que j'ai fait tout à l'heure. Vous verrez sur l'audio, hein, vous allez le voir depuis le début. Donc, je suis rentré au marché. Je n'étais pas obligé de le faire, mais comme le chiffre était bon, je l'ai fait. Je suis rentré au marché. Ensuite, pour prendre dans la tendance, là, je vais gagner sur le mouvement. Je gagne déjà, je vais gagner. D'accord? S'il continue, s'il s'arrête, il se retourne, etc., je perdrai, peu importe. Mais en tous les cas, si je gagne, si le marché part dans mon sens, j'ai placé des ordres en attente à des niveaux stratégiques. J'ai mis un ordre en attente ici, à 100, vous le voyez là, les pointillés verts. Ça va être un ordre qui va se déclencher à 130,80. Oui, je l'ai vu celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ai mis de 10 fois la taille du trade actuel. Pourquoi?
Parce qu'il va être couvert partiellement par le trade actuel. Parce que le trade actuel, quand ça va arriver ici, ça sera gagnant. D'accord? Il sera gagnant. Surtout ce mouvement-là, je gagnerai. OK? Et celui-ci, s'il se fait déclencher, je suis couvert ici partiellement, mais derrière, j'ai quand même un taux de probabilité assez élevé que les 5 points, il aille taper derrière. Même s'il redescend, tu as quand même ton premier trade qui vient te couvrir. Exactement. Ce que je peux faire, c'est éventuellement, si admettons, il ouvre, il ne tape pas le take profit. Je pense que s'il revient là, il va accélérer. Mais si admettons, il touche là, il ne tape pas le take profit, il redescend, et que le marché vraiment, il a du mal, je peux couper les deux. Je m'en fiche. Je sortirai flat. Flat, ça veut dire sans gain, sans perte. Ou quasiment perdant ou quasiment gagnant, peu importe. Mais vous voyez, vous avez compris la logique? Le scalp, c'est pas je rentre, je scalpe. Non, non, c'est je prépare ma stratégie, je place mes scalps à des niveaux stratégiques. Et voilà. Celui-là, je l'ai mis là tout à l'heure parce que si vous avez suivi depuis le début, il n'y était pas tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, il n'y avait que celui au-dessus de 131. Hein. Il n'y avait que celui-ci, on est d'accord. Vous le reverrez dans la vidéo, il n'y avait que celui-ci. Pourquoi je l'ai ajouté? Je l'ai ajouté parce que le chiffre était bon. Le chiffre économique était bon. Donc, je me suis dit, je vais rajouter un scalp supplémentaire. D'accord? Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué au début, là, c'est une grosse zone de résistance, les 131. On ne l'a toujours pas franchi. Donc, plutôt que d'aller me casser les dents sur la résistance, parce qu'il peut très bien taper la résistance, redescendre, mais j'ai mis mon scalp après. Il est là-haut. Là, vous le voyez en tout petit parce que j'ai allongé la période, on est en daily, mais il est là où il y a le pointillé rouge. D'accord? Donc, c'est ce qu'il y a de super important, c'est par rapport à quel chiffre vous tradez. Le NFP peut avoir la force suffisante pour aller casser la résistance sur dollar yen. Il y a des chiffres comme ça. Le deuxième ordre que tu mets en buy stop, sur le USD-GPI, ouais. tu le fais démarrer à 130,80. Non, 130,08. À 130,08. Ouais, sur les yens, on compte les deux décimales, hein, donc au dixième. Hein. D'accord, ok. Donc 130,08, oui, tout à fait. Take profit à 131,13. 131,08, 131,13. 5 points. J'ai fait exprès de mettre 0,8. Pourquoi? Parce que j'aime pas les chiffres ronds. Et je vous explique pourquoi. Parce que d'expérience, je sais que le marché, dès qu'il atteint des chiffres ronds, il y a des ordres. Donc, il se fait renvoyer. Exemple tout bête. On va réduire la période. Si vous mettez un ordre à 131,00, ce qu'on appelle une figure dans le jargon, à 131,00, ce qui va rencontrer le marché, il va rencontrer deux choses. Des ordres acheteurs, mais aussi des ordres vendeurs. Et si les ordres vendeurs, pas les miens, mais ceux de la communauté de traders qu'il y a sur le marché actuellement, sont supérieurs aux ordres acheteurs, il va se faire renvoyer le marché. C'est ce qui lui était arrivé ici. Vous comprenez cette logique? N'oubliez pas qu'il y a des flux derrière. Hein. Il y a des flux d'offres et de demandes. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. C'est pour ça que, quand je vous disais, si vous n'avez pas quelqu'un en face pour prendre votre position, vous ne pouvez pas sortir, ce qu'on appelle le risque de slippage. C'est-à-dire que le marché n'est pas assez liquide, vous n'avez personne en face pour prendre votre ordre. Sur les devises, c'est beaucoup plus rare que sur le marché action. Pourquoi? Parce que c'est un marché, il est ultra liquide. D'accord? Il s'échange des trillions de dollars tous les jours par jour sur tous les marchés d'échange, notamment sur ces parités-là, sur ces paires de devises et ces crosses de devises, ce qu'on appelle les majors, parce que c'est des devises majeures et qu'elles sont très largement échangées par les particuliers qui spéculent, par les banques qui spéculent et qui travaillent pour leurs clients avec les couvertures de change, les entreprises elles-mêmes quand elles font des transactions internationales. Airbus, à Toulouse, vous avez des traders chez Airbus qui font du FX toute la journée pour couvrir les transactions de Airbus. Il y a une grosse équipe de traders à Toulouse de Airbus. D'accord? Parce que Airbus, quand ils font des contrats, ils vendent des avions à tel pays, il faut couvrir la transaction. Ou inversement, quand ils vont acheter des pièces dans un autre pays, il faut couvrir la transaction en devise, etc., etc. Donc, le marché d'échange est très liquide et c'est pour ça que voilà, vous avez quand même assez de certitude de vous faire exécuter. Mais si vous tradez une parité qui est un peu moins volatile, un peu moins liquide, vous avez le risque d'avoir des slippages. Quand on vous dit certaines parités sont plus volatiles que d'autres, c'est justement à cause de cette histoire de liquidité. Parce qu'il y a moins de flux d'échange sur ces parités-là. Si vous prenez, par exemple, vas-y, on va en sortir une. On va prendre la livre turque. La livre turque, par exemple, qui est très intéressante à traiter, notamment avec l'inflation en ce moment, c'est TRY. La livre turque, les mouvements, ce n'est pas des mouvements de 1 pips, 2 pips, 3 pips qu'elle fait. Elle peut vous faire des mouvements de 30 pips d'un coup. En une fraction de seconde, vous n'avez pas le temps d'être exécuté. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas trouver de prix entre les deux. D'accord? Donc, faites attention à ça sur les stops. Des questions? Oui, moi ici, j'ai une question.
Le mouvement, tu l'as plus quoi. Enfin, tu peux avoir un gros mouvement aussi à l'ouverture des marchés qui suivent l'annonce, ou c'est vraiment au moment de l'annonce que tu as les mouvements? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je préfère le faire au moment de l'annonce. Donc, généralement, tu l'as, oui, en effet, au moment de l'annonce, notamment ce type d'annonce-là. D'accord? Ensuite, tu as d'autres annonces qui vont avoir une incidence un peu plus lente, comme on l'a vu, par exemple, sur la Fed. La Fed, l'autre soir, qu'est-ce qui s'est passé? La Fed, et c'est pour ça que là, il fallait être un excellent technicien pour comprendre la mécanique. Et c'est pour ça que je vous ai écrit dans Discord toute la soirée, le dollar va être notre ami, le dollar va nous va nous donner, pardon pour le vocabulaire, va nous donner des points d'entrée, etc., etc. Bref, et que je me suis positionné, moi, le dollar yen, quand il est tombé, je l'ai racheté en bas. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le raisonnement de la Banque centrale américaine. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Ils se sont dit, parce que n'oubliez pas aussi le sentiment des investisseurs et des professionnels, ils se sont dit, pour beaucoup, ils se sont dit, ah, mais la Fed, finalement, elle a monté les taux que de 0,50 et non pas de 0,75. Ah, on achète. Ils ont acheté comme des dingues. Sauf que la Fed, qu'est-ce qu'elle a annoncé en même temps? Réduction de ses bilans et lancement du quantitative tightening. Quantitative tightening, c'est les achats d'actifs, en fait. En gros, elle ralentit ses achats d'actifs sur le marché. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de resserrer. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Dans l'immédiat, il a surréagi au fait qu'elle monte les taux que de 50 points de base et non pas 75. Et pour le lendemain, se rendre compte que, ah mince, la fête, elle est finie parce que la Fed, elle va réduire les liquidités. Et donc, c'est pour ça que le lendemain, vous avez eu le sell-off hier, le sell-off généralisé. Moi, j'ai vendu comme un dingue partout le soir de la Fed, alors que ça montait. Hein. J'ai des ordres qui se sont fait taper les take profit que j'avais depuis les débuts de la semaine. Mais après, pour le reste, j'ai pris toutes mes positions vendeuses. Vous l'avez vu, parce que je vous ai envoyé une capture d'écran sur le Dow Jones. Je l'ai vendu à 33 946. Et il est retombé derrière 2000 points. Il a fait 1000 points de plus dans l'autre sens. Parce qu'il y a certains événements comme les banques centrales, il n'y a pas forcément des réactions immédiates, ou alors vous allez avoir des réactions immédiates, mais qui sont complètement faussées par ce que vient de dire la Banque centrale. C'est ce qui s'est passé sur la Fed. Par exemple, hier encore avec la Banque centrale d'Angleterre, vous avez une Banque centrale d'Angleterre qui monte les taux et une livre sterling qui s'effondre. Vous l'avez suivi hier. Pourquoi? Parce que je vous l'ai marqué dans les commentaires. À partir du moment où la Banque centrale est pessimiste, à ce moment-là, la livre sterling, elle tombera. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une banque centrale, elle vous décide une mesure politique monétaire, comme ça a été le cas hier sur la Banque centrale d'Angleterre, elle monte les taux. En revanche, derrière, elle fait son discours pessimiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché se dit, OK, elle a monté les taux. En revanche, ça veut dire que pour les prochaines réunions, il y a de fortes chances qu'elle ne monte pas les taux ou qu'elle refasse du quantitative easing, etc., puisqu'elle est plutôt négative sur l'économie britannique. Donc, n'oubliez pas, quand vous traitez une devise, d'accord, n'importe laquelle, vous tradez une économie. Quand vous tradez un indice, vous tradez tout un secteur. C'est pour ça que je fais des blagues souvent sur les traders du marché action, et c'est la vérité, parce qu'ils vont se focaliser sur leur action. Une société, en l'occurrence, qui va avoir de bons bilans, du bon cash flow, etc., une super société qui a même des projets innovants pour le futur, etc., etc. Mais derrière, cette société, il ne faut pas oublier qu'elle est active dans un bain économique, soit local, soit régional, soit international. Donc, ça veut dire que si l'international va contre son activité, même si elle a les meilleurs bilans, le meilleur cash, tout ce que vous voulez, elle se prendra une claque monumentale. Regardez ce qui est arrivé à Renault avec les sanctions sur la Russie. Hein. Juste regardez Renault, vous allez comprendre. Renault, principal marché russe, super pour elle, elle ne voulait pas lâcher, et à cause des sanctions, elle a dû lâcher, elle s'est pris une claque. Des questions? Pas pour moi. Non, c'est bon pour moi J'ai aussi. une petite question, s'il te plaît, Jelal. Yes. Tu as mis en attente de buy stop parce que le marché sur USD JPY. Yes. Donc le marché est en train de monter, donc la logique est à l'achat, donc tu mets 2 buy stop. Mais au cas où, tu as quand même mis un sell stop. Donc ça, c'est si ça se retourne et que ça descend. À quel moment du coup, forcément, il y en a le sell stop, si ça continue bien de monter, il ne va jamais déclencher. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le vires? Exactement. Au bout de combien de temps? J'allais le virer là. Ah d'accord. En fait, ce que je fais, c'est que j'attends l'ouverture US, globalement, pour avoir un bon raisonnement. Parce que l'ouverture US, c'est dans quelques minutes, c'est à 15h30.
et pour voir éventuellement si le sentiment des investisseurs, c'est OK, bon, finalement, le NFP, il n'est pas si fort que ça. S'il y a un repli. Ouais, voilà, il peut y avoir un repli. Tu sais, les investisseurs, ils peuvent très bien se dire ça. Ou alors certains qui se disent, bon, c'est bon, dollar yen, un truc tout bête, mais le même raisonnement que vous pouvez avoir, vous, à titre privé, à titre individuel, même en étant un non-initié. Oh, ben, dollar yen, il ne va pas franchir les 131, c'est bon, j'encaisse et on verra ça plus tard. Tout bête, hein, truc tout bête, regardez. Là, il y a 131, il n'est toujours pas passé, il avait bloqué là-dessus, il a tapé une première fois, il est redescendu. Là, on peut très bien se dire, OK, on va s'essouffler, allez, on encaisse, on ferme tout, merci, au revoir. C'est possible aussi. Beaucoup d'opérateurs réagissent aussi comme ça. Faites un trade, vous êtes gagnant, vous prenez vos gains, merci, au revoir. Hein, et, je vais faire autre chose, quoi. Pareil, hier soir, regardez, un truc tout bête, les indices, je vous ai écrit, les indices, j'ai tout encaissé. J'ai fait le trade hier soir sur mes indices, enfin toute la journée d'ailleurs. Hier soir, j'ai encaissé tous les indices, j'ai plus d'ordre sur les indices, là. Rien du tout. Là, j'étais en train de me préparer pour prendre des options, mais les options, je ne vais pas vous expliquer, c'est compliqué. Mais voilà, là, j'ai rien sur les indices. Pourquoi? Parce que je me dis, prise de bénéfice, ça va s'essouffler un petit peu et on reviendra la semaine prochaine. On est vendredi aujourd'hui. OK? D'accord, merci. Tu as une autre question, je crois, Jay? Ah, j'ai pas vu. Comment tu as répondu? Lucas. Lucas, c'était tout à l'heure. Ouais, j'ai répondu sur le lot. Le lot, sur les lots, vraiment, c'est à la taille de votre compte. Et n'oubliez pas, hein, mais vraiment, n'oubliez pas un truc qui est important, c'est quand vous prenez, par exemple, là, admettons, on a fait dollar yen. Admettons, j'aurais fait tous les autres trades que j'avais sur le fichier Excel. D'accord? En tout, il y avait 4 trades. 4 trades sur les devises, plus 3 autres, pétrole, or et Dow Jones. J'aurais pu les faire aussi. Hein. Je n'ai pas envie de les faire, mais j'aurais pu les faire. N'oubliez pas que vos lots, vous devez les calculer en quantité de toutes les positions prises. C'est-à-dire non seulement une position, quel est mon lot, mon levier, mais si vous en prenez d'autres, ben, tout ça, ça représentera votre levier. Hein. Attention, hein, soyez très prudents. Si vous avez décidé, par exemple, de faire les 4 trades sur le yen, d'accord, attention, je ne vous dis pas de le faire maintenant, hein, mais si vous avez prévu une taille de lot spécifique, divisez-la par 4. Parce qu'autrement, vous allez multiplier par 4 votre risque, à l'inverse. Donc là, par exemple, ici, bon, par rapport à la taille du compte, c'est raisonnable, mais j'aurais pu soit rentrer 4 lots sur chacune des parités concernées, d'accord? Merde. Pardon. Ah. Ou diviser le même lot sur les 4 parités. C'est-à-dire, au lieu de mettre un lot de 100, enfin un lot de 1, on appelle ça un lot de 100 dans le jargon, un lot de 1 sur uniquement dollar yen, j'aurais très bien pu diviser par 4 et me mettre là, là, là et là. Point barre. OK? N'oubliez pas ça sur le levier, c'est hyper important. Hein. Et à chaque fois, tu te couvres en mettant un trade inverse? C'est exceptionnel. Non, en fait, je l'ai expliqué tout à l'heure en début, mais tu le reverras dans la vidéo. D'accord. En fait, c'est les scénarios. Donc, j'ai placé mes ordres en attente pour les scalps sur les scénarios prioritaires. Si sur le chiffre, parce que tu n'as pas vu le début, en fait, sur le chiffre, on était sorti en dessous du 300, d'accord, sur le consensus, je n'aurais pas acheté au marché cet ordre-là, mais j'aurais sûrement vendu au marché. Et aller chercher le deuxième scalp ici. OK? Il avait déjà préparé. C'est ça. Il avait déjà préparé avant d'avoir le consensus. Comme ça, il pouvait le déclencher en suivant. Ou pas. Ah oui, ça pouvait être une vente au lieu d'un achat. Exactement. Voilà, en fonction du résultat qu'on a eu à la 2h30. Et vous regarderez le début de la vidéo puisque c'est enregistré. Et c'est un gros chiffre, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un gros chiffre qui peut avoir, donc aujourd'hui, ça a été un peu moins, mais c'est l'un des gros chiffres qui peut avoir une grosse incidence. Donc la volatilité, elle peut augmenter. Mais c'est pour ça qu'il a préféré prévoir, en fait, en cas de gros décalage par rapport au consensus. Là, on n'y était pas, donc je pense qu'il va l'enlever. Donc, il va l'enlever parce que le consensus, c'est le chiffre de l'emploi. Non, le consensus, non. Le consensus, c'est le chiffre attendu, peu importe, que ce soit l'emploi. Ici, tu vois, c'est l'inflation. Tu vois, par exemple, le consensus. Ah oui, le consensus, ça peut être l'emploi, ça peut être autre chose. Sur tous les chiffres, le consensus, c'est les attentes. Qu'est-ce que les opérateurs de marché attendent comme publication? Les opérateurs de marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir les traders, bien sûr, on va avoir les économistes, les stratégistes, les profs d'université, etc., etc. Donc, vraiment... Là, on a vraiment un consensus généralisé. Et ceux qui font ces consensus, généralement, ça va être Bloomberg, Reuters, etc., les agences d'information.
C'est elles qui vont aller sonder un petit peu les traders des grandes banques ou les traders des hedge funds ou les directeurs d'université ou les instituts de statistiques comme l'INSEE, etc. En leur demandant, OK, vous pensez quoi sur la prochaine publication, etc. Nanani, comment se porte l'emploi, comment se porte l'inflation, etc., etc. D'accord? Et là, tout le monde va donner son avis. Ensuite, vous avez un condensé et tous les traders se fient après au consensus. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'inflation pour le mois prochain aux États-Unis, la semaine prochaine, pardon. Là, vous voyez, ça, c'est un gros chiffre à suivre la semaine prochaine. Donc là, il n'y a pas encore les consensus, mais ils vont apparaître en cours de semaine parce que Bloomberg et Reuters. Déjà, un mois à l'avance. Un mois à l'avance, ils mettent les. Ouais, non, là, c'est la semaine prochaine. Mais oui, des fois, un mois à l'avance, tu as les premiers sondages. Mais après, au fil du temps, tu as les sondages, quoi. Mais ça, vraiment, c'est la base du trading. C'est vraiment, si vous maîtrisez les calendriers économiques, vous apprenez à trader les calendriers économiques, déjà, vous pouvez faire de belles semaines de trading. Et il n'y a pas besoin de faire 40 trades par jour. Des fois, oui, vous pouvez aller les scalper. Vous voyez, là, par exemple, moi, tout à l'heure, arbitrairement, j'ai dit, j'avais mis initialement un ordre scalp. Tu l'avais suivi, Gianni, pour ceux qui étaient là depuis le début. En hauteur, ouais. Ensuite, j'ai rajouté ce deuxième ordre scalp parce que le chiffre, il était bon. Mais j'aurais pu en mettre d'autres encore. C'est-à-dire que si j'envisageais que, admettons, sur la nouvelle, on pouvait avoir un mouvement beaucoup plus important si le chiffre, au lieu de sortir à 428 000, il était sorti à 600 000. Ben là, pendant que je discute avec vous, je suis en train de placer des ordres scalp jusqu'à 133 sûrement. Tu vois, mais le chiffre, il n'était pas assez puissant pour ça. Donc là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter. Je ferme. Vous voyez, la croix, c'est rapide. Vous avez vu la colonne commentaire, là? D'accord? Vous faites un clic droit et vous cliquez ici sur commentaire pour l'avoir. C'est bien d'avoir un commentaire. Quand vous faites un trade, vous mettez le commentaire, comme ça, vous savez pourquoi vous avez mis le trade. Parce que quand vous allez en avoir beaucoup, vous allez vous y perdre. Parce que je vois que certains d'entre vous, parfois, quand il y a beaucoup d'ordres, se perdent. Mettez-vous les commentaires, c'est toujours important. Là, j'ai marqué scalp NFP, scalp short NFP, scalp, c'est celui que j'ai ajouté tout à l'heure. Voilà. Donc, je sais qu'ils sont là pour ça. Si j'avais eu 200 ordres sur le marché, ce qui aurait été largement possible, ben, je sais quels sont les ordres qui concernaient le NFP et quels sont les ordres, par exemple, si j'avais fait le pétrole, qui auraient concerné les commentaires de Borrell sur le pétrole. D'accord? Donc, j'ai encaissé mon ordre, je ferme mes scalps. Le marché ne bouge pas assez, ben, ça va bouger à 14h30. Et voilà. Ferme tous les ordres en attente aussi. Oui, quand tu sors de ton opération, que tu as fini ton opération, laisse pas traîner des ordres. Là, c'est propre, c'est clean. Si après, je me dis, OK, alors, on va voir ce que font les Américains à 14h30. Donc, regarde là, tu vois, je suis là. 14h30, ce n'est pas encore ouvert. Je me dis, logiquement, tu vois, j'ai tout encaissé, j'ai pris mes 200 balles, enfin, ça fait 180 balles. Je me dis, bon, allez, admettons, si les Américains ils veulent pousser aujourd'hui et que le chiffre il est bon, je me dis, bon, allez, vas-y, je vais quand même me laisser un petit scalp. Tu vois, je peux très bien me décider, au lieu de le mettre à 10 comme tout à l'heure parce qu'il était élevé, je peux très bien me dire, allez, je me mets un scalp avec un lot de 5 sur le marché, en attente, en ordre différé, buy stop. Et je me le note, par exemple, à 131, comme je l'avais mis tout à l'heure, à 131. 131, et tu mets 131. 08, voilà, ici, take profit, 131, 13. Tout basique, hein, tu vois. Et c'est moi qui décide, en fait. C'est toujours pareil, gardez toujours ça en tête. Je le mets à, attends, j'ai oublié le 2. Et je me mets un commentaire. Opening bell. US. Opening bell. Voilà. Je me le mets. Merci, au revoir. Et là, il est là, il attend. Et là, je peux partir un week-end et je verrai ce soir s'il a tapé ou pas le take. Après, ça s'arrête à quelle heure? De quoi? Mais, parce que là, on est vendredi, ça se finit à quelle heure après? Ah, le Forex se ferme à 22h ce soir. À 22h. Ouais. Bah après, à partir de 18h, les échanges, oubliez, hein, ça se calme. Hein. À part s'il y a de la grosse actualité qui tombe à la dernière minute, mais les échanges, généralement, ils se calment à ce moment-là. Ok. Ça vous a plu? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, franchement, très intéressant. C'est vraiment la méthode, mais n'oubliez pas super. ça. Et là, je ne peux pas plus insister là-dessus. C'est vraiment ça, quoi. Faites de la préparation, quoi. Prenez un fichier Excel, une feuille blanche et vous prenez des notes, quoi. Il se passe quoi aujourd'hui au calendrier? Ok, j'ai ça. Parce que vous allez voir, en faisant ça, si vous suivez cette méthode de travail-là, vous allez devenir autonome. C'est-à-dire que même les signaux, vous allez en suivre parce que vous allez être intéressé à savoir ce qui se passe, ce que font les autres. Parce que c'est toujours important de savoir ce que font les autres. Parce que les marchés, c'est que ça, en réalité. Quand vous faites de l'analyse graphique, typiquement, c'est qu'est-ce que font les autres, hein. C'est où sont placés sûrement les ordres des traders, etc., les brokers, etc. Où c'est qu'ils auront... Vous voyez, quand vous avez une zone de résistance là, on va la rencontrer à nouveau s'il y revient là. Mais là, on sait que comme il y a eu une zone de résistance là, il va y avoir des ordres ici. Et dans les deux sens. Donc, pour vraiment casser ce niveau,
il va falloir qu'il y ait de l'appétit pour le risque sur la devise, en tous les cas. C'est-à-dire que les investisseurs aient une forte conviction que, ben oui, il va falloir casser ce niveau-là. Et du coup, tous ceux qui ont vendu là, ils se prendront les stops dans la figure. N'oubliez pas, c'est toujours de la confrontation. Et pour améliorer ce taux de probabilité, c'est ce travail-là. Truc tout bête, hein. C'est vraiment ce travail-là. Il est un peu laborieux, mais vous allez gagner de l'argent. Je me suis fait exactement le même tableau quand la Fed elle faisait son discours l'autre soir. C'est-à-dire, je vous publiais les infos et je me notais, OK, ça, et je l'ai répété à plusieurs reprises, QT plus BR, ça va pousser le dollar et les indices, ils vont tomber, quoi. Je l'ai marqué dans Telegram et je l'ai marqué dans Discord, quoi. Et à ce moment-là, ça reste du trade. C'est pas long terme, c'est pas ça se fait direct, quoi. C'est Ah ouais, non, mais regarde, truc t'as vu qui va le être trade, réglé. Gianni, Voilà, regarde. en 30 minutes, il est réglé, quoi. Voilà, exactement. Gianni, regarde le trade de tout à l'heure. Le trade de tout à l'heure sur dollar yen, je t'ai dit la vol 80. Je pouvais espérer s'il était vraiment bien au-dessus, hein, d'accord? Il n'a pas fait 80 points, je ne sais pas combien il en a fait, mais il en a fait 30. Mais après, il faut attendre l'ouverture américaine, il va en faire plus, je pense. Mais en tous les cas, sur le mouvement de tout à l'heure, j'ai pris des points. Merci, au revoir. Ciao, j'ai fini mon après-midi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ah ouais. Là, j'aurais pu rentrer avec un lot plus gros parce que je suis habitué, mais je n'ai pas voulu faire avec des lots plus gros pour pas vous inciter. Moi, je ne veux pas vous inciter à faire avec des lots plus gros, d'accord? Comprenez ça. Non, bien sûr. C'est vraiment, voilà, si vous êtes méthodique, vous verrez qu'après, parce que la partie qui vient ici, c'est quoi? C'est, OK, risque sur le trade, profit. Je le mets en anglais, hein, c'est pas une faute d'orthographe. Pour ceux qui ne sauraient pas. Bref, donc risque-profit sur mon trade, je me dis, OK, combien je suis prêt à perdre sur ce type de trade-là? Allez, je me dis, je vais perdre 100 points. Profit, combien je vais escompter? Allez, admettons 100 points, ce qu'on appelle du 1 pour 1. Ensuite, je me dis, OK, pour perdre sur 100 points, sur un compte de 100 000 balles, OK, est-ce que je suis prêt à prendre 10% de risque? OK, 10% de risque, ça fait 10 000 balles. 10K. Pour aller chercher 10K. OK? Donc là, on est sur 100 points. Donc, quel lot je mets? J'attends votre réponse. Sur quoi? Tu dis qu'on a 100 euros? Non. Non. Là, en gros, j'ai dit, si je faisais ce trade comme ça tout à l'heure, j'aurais pu faire exactement ce risque-profit avant l'opération. Donc, je me serais dit, je prends un risque de 10 000. Là, je vais mettre un moins devant. Je prends un risque de 10 000 balles, donc 10% de mon capital pour aller gagner 10 000 balles. Ah ouais, c'est vraiment du 1 pour 1. Ouais. Donc, tu prenais un lot à 1000. Un lot de 10, en fait, ça fait, c'est-à-dire 10 contrats standards, en fait. C'est un lot de 1 million. OK? Le 10, là. 100 points. Un lot de 10. Ouais, un lot de 10. J'ai dit 10. Ça fait 1 million. En fait, c'est une position de 1 million, en fait. OK? Donc là, on était à 10 $ le point. J'aurais très bien pu faire ce trade-là. Je mets mon trade, tac, et je m'en vais. Je ne reste pas derrière mon graphique. Alors attention, ce piège aussi, à regarder en 1 minute et à me faire mal au cerveau. Ne faites jamais ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est vraiment préparez les trades, préparez les opérations, construisez, vous faites le trade et vous allez faire un tour. Si vraiment vous avez beaucoup de stress, diminuez votre levier. Parce que ce qui va générer du stress, c'est la perte. Mais si vous l'avez préparé en amont, comme là, si admettons vous dites, OK, je vais perdre 10 000 balles, je vais gagner 10 000 en face. Je n'ai pas besoin après de venir me torturer l'esprit à rester devant, regarder le graphique en croisant les doigts. Ça ne sert à rien. Là ce n'est plus du trading. Et c'est ce qui va générer ce que vous faites, d'ailleurs, que j'ai remarqué pour beaucoup d'entre vous, vous encaissez trop vite. C'est-à-dire que vous laissez courir les pertes, mais vous ne prenez pas les gains. Enfin, vous ne laissez pas courir les gains. Généralement, on laisse courir une perte. Et c'est pour ça que je vous dis, on ne se focalise pas sur les pertes. Pourquoi on ne se focalise pas sur les pertes? Parce qu'entre le moment où vous êtes rentré en position et ce qui peut se passer à côté, il y a beaucoup de choses qui se passent. La livre hier, je l'ai laissé aller taper mon stop, la livre yen. Gianni, toi, tu l'avais aussi, je t'ai dit, vente livre CAD. Ouais, moi, je l'ai clôturé cette nuit, là. Et c'est pareil, j'ai clôturé la perte. Hein. Et tu vois, mais même sur le moment, tu aurais pu très bien couper ta perte. Sur le moment, couper ta perte livre yen et shorter livre CAD. Pourquoi? Parce qu'il y avait une info qui allait dans ce sens. Là, tu l'avais. Si tu n'as pas l'info, que ça te prend par surprise, OK. Mais quand tu as l'info, là, tu savais que la Banque centrale d'Angleterre, elle était pessimiste. Tu prends la perte sur livre yen et tu shortes la livre contre le dollar canadien. C'était le trade en face sur lequel tu as été gagnant. Et ton trade, notamment, parce que j'ai vu après, tu aurais pu aller jusqu'au terme du trade. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la nouvelle, elle était suffisamment costaud pour que ton trade
aille taper le take profit. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il l'a pulvérisé, le take profit. Ouais. Donc, vraiment, gardez toujours ça en tête. Si vous avez peur, diminuez le lot. Mais essayez d'aller sur les objectifs du trade. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on oublie, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe, parce que d'une minute à l'autre, les nouvelles, elles peuvent changer. Comme là, tout à l'heure, regardez, on a eu le NFP qui était plutôt bon. NFP très bon. Dollar yen devrait continuer à remonter. Mais si entre-temps, vous avez une sale nouvelle, d'accord? Au Japon, par exemple, ce qui s'est passé en 2011, Farouk ça rappelle, au Japon, il y avait eu un tremblement de terre, Fukushima, et derrière, rapatriation massive par les ménages japonais. Comment ça s'appelle? Le dollar yen, il a baissé de 800 points en quelques minutes. Oh. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Comment? Il est descendu. De quoi tu parles? Il a chuté, quoi, le dollar yen? Ouais. Parce que tu regardes en une minute, regarde. Non, je veux dire, non, ce que tu dis par rapport à Fukushima. Ah oui, par rapport à Fukushima en 2011, je pense qu'on peut le retrouver là. C'était juste énorme. C'était 800 points. Attends, je suis en 2010, 2011. Mais je crois que là, tu le trades, tu le mets en vente, c'est bénéf, quoi. Ouais, c'est ça. Après, non, mais le truc qu'il y a, c'est que si tu es dans l'autre sens, tu te fais défoncer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu repars à 800 points. C'est pour ça qu'il faut quand même rester attentif aux news qui peuvent venir perturber le trade. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, derrière, il y a un autre discours, boum, qui te fait tout remonter. Exactement. Ça peut remonter de 500 points d'un coup, quoi. Exactement. Mais dans l'absolu, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans l'absolu, tu as pris ton risque sur le trade. Donc, tu t'en tiens au risque pris. Tu vois ce que je veux dire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon risque, c'est 10 000 balles. Ben, je serre les fesses, quoi. C'est le trade. Au moment où j'ai décidé de faire ce trade, il y a des éléments qui m'ont décidé à le faire. Donc, je vais jusqu'au bout. Tu vois? Si entre-temps, par contre, j'ai une info qui me dit, oups là, attention, il y a ça, ben à ce moment-là, je couperai avant le stop loss. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut qu'il y ait une raison qu'il le fasse. C'est pas je coupe parce que j'ai peur et que j'ai pas envie de perdre 10 000 finalement et j'ai changé d'avis. Non, c'est le risque que j'ai pris. Vous voyez? Yes. Et du coup, pourquoi tu n'as pas pris, par exemple, on voit la volatilité de 100 sur le GBP, par exemple. On aurait fait USD GBP. Ouais, mais je pouvais le faire. Hein. Je pouvais le faire, mais j'ai préféré faire le yen. Hein. Comme je te dis, en fait, là, Parce j'aurais pu faire. En fait, il y avait la réunion de la Banque centrale anglaise hier. Et moi, je trouve que c'est plus opportun, si tu veux, de traiter le dollar face à une autre devise, dans la mesure où hier, la livre sterling est déjà tombée massivement. C'est vrai aussi. Donc, la volatilité, parce que quand il parle de cette volatilité intrinsèque d'une devise, c'est quand même à appliquer dans un certain contexte. Si la veille, elle a perdu déjà 200, 300 points, voilà, faut quand même. Ça ne veut pas dire qu'elle peut pas remonter, il faut du temps pour remonter, quoi. Tu vois, peut-être pas forcément remonter, mais elle va moins. Nous, on va rechercher en fait la probabilité de pouvoir optimiser et gagner des pips. Donc, va pas te battre contre une devise, si tu veux, dans laquelle tu n'auras pas forcément de réaction, en fait. Tu vas aller rechercher peut-être. Parce qu'elle a déjà préalablement baissé les jours. Un petit peu quand même. C'est ça. Elle s'est pris une volée de bois vert hier. Ah ouais, c'est ça la chute qu'on voit là? Ouais, c'est ça. Elle est partie de 1,2575, elle est tombée à 1,2340. Enfin, le ça ne veut plus bas, pas dire qu'elle ne peut pas tomber cet après-midi de 200 points. C'est pas ça que je dis. Mais nous, on cherche la probabilité, le taux de conviction le plus élevé. Donc, en sachant ce qui s'est passé hier, il y a d'autres choses à faire avec le dollar que d'aller jouer la livre sterling. Ok. Si tu veux. Vaut mieux prendre peut-être 40 points avec une probabilité de 80-90% que 100 points avec une probabilité de 30 ou 40%. Tu vois? Exact. Après, autre chose. Ouais, il y avait une question. Non, en fait, c'était juste pour savoir ici, parce que quand, face à qui tu les opposes, pour savoir face à qui. Donc là, tu regardes quand même les graphiques pour voir un peu la tendance. Non. Ça, c'est le piège. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait. Je pense que tu as déjà arrivé en cours. Regardez pas les graphiques. Pour savoir face à qui je prends, c'est les fondamentaux économiques. D'accord? On a eu des fondamentaux économiques toute la semaine. On est vendredi aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés. Il s'est passé des choses sur le Japon. Il s'est passé des choses sur la livre sterling. Il s'est passé des choses sur le dollar australien. Ah merde. Ah, ça avait coupé. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Ok. Donc, en gros, là, cette semaine, par exemple, il y a la Banque centrale d'Australie qui a monté les taux. Je pense que vous ne l'avez pas suivi, mais je l'avais noté dans le Discord. Sur l'euro, par exemple, il y a eu énormément de commentaires de la Banque centrale. Il y en a encore eu ce matin.
d'accord, de la Banque centrale qui pourrait éventuellement monter les taux plus tôt, etc. Enfin bref, la livre sterling, on a eu la Banque centrale d'Angleterre hier. Donc en fait, je ne les ai pas prises au hasard. Je les ai marqués moi là, mais les fondamentaux, je les connais parce que j'ai suivi toute la semaine de trading ce qui s'est passé. Mais pour quelqu'un qui n'est pas comme moi, qui n'a pas l'habitude, etc., ben, il va se chercher les news classiques. Ok, qu'est-ce qu'on a eu comme news sur l'Angleterre? Si tu ne sais pas, un truc tout bête, hein, un truc tout bête. Tu prends le calendrier économique, ok, on se met, hop, c'est qu'il est, il est là, calendrier économique, on va se remettre cette semaine. 7 derniers jours, hop, truc, mais ça, vous pouvez le faire, hein, tout le monde peut le faire. Hein. 7 derniers jours, ok, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller chercher les titres en rouge. Ok, France, taux d'inflation, ok, je me le note. Il y a eu 4,8, donc inflation supérieure au consensus, 4,8 en France. Bon, après ça, petite parenthèse entre nous, l'INSEE se fout de la gueule du monde. Hein, parce que 4,8 d'inflation en France, j'y crois pas trop. On est à beaucoup plus que ça. Ensuite, Espagne, on a eu le PIB espagnol. On a un PIB où là, on a un léger ralentissement du PIB espagnol. Vous le voyez là, hein, d'accord? PIB annuel. Okay. Donc ça, on sait. Attention, ça peut peser sur l'euro. On continue. Boum, Allemagne, PIB 3,7. Bon, finalement, l'Allemagne, toujours la locomotive de l'Europe. On n'est pas trop mal sur l'Allemagne. Italie, ok, 5,8, c'est flat, etc. Et on se les note. Ok. Donc, on sait qu'il y a eu de la nouvelle sur la zone euro. Ok. On continue. Hop, Italie, pareil, tac, inflation, 6,2, ou là, ça ralentit par contre en Italie, intéressant. Bref, et on se fait un petit topo. On se dit, ok, sur l'euro, on a eu tant de nouvelles, plutôt sentiment baissier ou sentiment haussier, peu importe, fonction de l'actu. Donc là, en l'occurrence, plutôt un sentiment baissier. On continue. Ensuite, États-Unis, on a eu les prix à la conso, boum, prix à la conso, hop, on note. On prend Canada, ok, PIB, hop, on est en progression au Canada, donc on a un Canadien qui est plutôt fort. Confiance des consommateurs, hop, plutôt flat aux États-Unis, donc etc., etc. Après, on a pareil. Vous voyez la logique. Ça donne de la valeur avec toutes ces infos. C'est là où tu te dis que le dollar, il est costaud, quoi. Donc, pas juste que le dollar est costaud. Là, on va dire que c'est en cartographiant, on se dit, OK, l'image qu'on a cette semaine du dollar est plutôt positive, du dollar canadien est plutôt positive, d'autant plus que le dollar canadien, le pétrole, pardon, a fait un rallye cette semaine, donc il appuie, il vient aider le dollar canadien. Donc, on sait qu'on a deux devises qui sont plutôt fortes cette semaine, dollar canadien et dollar US. À côté de ça, on voit quelles devises sont faibles et quelles sont les plus faibles. En fait, vous pouvez vous faire une notation, ça existe, c'est ce qu'on appelle des matrices. Vous faites une notation des devises les plus fortes et les devises les plus faibles. C'est ce que je fais un petit peu quand je fais ma sélection. Quand je fais, par exemple, ici mon trade, regardez bien. J'achète le dollar contre les devises que j'estime, moi, les plus faibles cette semaine. D'accord? Ouais. À l'inverse, regardez bien, ce n'est pas les mêmes qu'il y a en face. Si à l'inverse, j'avais vendu, celles-là, comme je vous l'ai dit, elles sont secondaires. Mais là où j'aurais eu ma grosse conviction, c'était ces deux-là. Vous voyez, si à l'inverse, le chiffre américain, il n'était pas bon, c'est surtout le dollar canadien qui m'aurait intéressé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. USD CAD et USD CHF, quoi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette mécanique de la sélection de l'investissement, il est important. N'oubliez pas, quand vous prenez une devise, on va se remettre sur la plateforme. Regardez bien, hein, ici, celle qui est à gauche, c'est le dollar contre le yen. D'accord? C'est-à-dire que c'est celle qu'on achète ou qu'on vend, c'est le dollar. Ce n'est pas le yen. On achète le dollar et on vend le yen, ou on vend le dollar et on achète le yen. C'est de l'intellectuel, c'est une petite technique intellectuelle. Ah, USD-GBI, ouais. Après, autre chose sur vos plateformes, ce qui est toujours bien de suivre pour vous, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le dollar index. Ça, c'est l'indice dollar, celui-là, suivez-le, j'en parle assez souvent, je pense que vous l'avez vu. C'est le dollar contre plusieurs parités, je crois qu'il y en a 14 en face dans le panier. Et du coup, ça vous donne une tendance globale sur le dollar. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il est encore haussier le dollar. Et si vous prenez un journalier, pardon, hop, je suis trompé. C'est une autre paire où en fait, il y a le dollar contre plusieurs autres monnaies. En fait, c'est un indicateur. Moi, là, je l'ai là sur la plateforme parce que je m'en sers d'indicateur. Ensuite, vous avez l'indicateur de volatilité. Je vous parle souvent de la volatilité. Ça, cet indice, dites-vous un truc. Quand il monte, ça veut dire que les opérateurs ont peur. Quand les opérateurs ont peur sur le marché, ils vont sortir des valeurs à risque, c'est-à-dire les marchés actions, généralement, d'accord, pour aller vers les valeurs refuges. Dans les valeurs refuges, on va avoir l'or, on va avoir le dollar, on va avoir le franc suisse, on va avoir le yen. Ce n'est pas une vraie valeur refuge, mais comme les Japonais, quand ils ont peur, ils rapatrient dans leur pays, ça renforce le yen, d'accord, etc., etc. Là, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure que j'aurais très bien pu shorter le Dow Jones. Mais le Dow Jones, il est en train de tomber. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'emploi, il était bon et donc, du coup, ils ont peur que la Fed monte encore les taux. Dollar yen, il devrait continuer son rallye. Autre chose que je regarde aussi toujours, c'est ça, l'or.
L'or, c'est toujours bien de l'avoir sous les yeux parce que certains mouvements violents sur l'or peuvent avoir une signification. N'oubliez pas que c'est une valeur refuge, je vous l'ai déjà dit. D'accord ? Le dollar en est une aussi, mais si vous voyez l'or exploser en l'air, alors que le dollar est aussi une valeur refuge, vous pouvez être à peu près sûr et certain qu'il y a un truc de majeur qui se passe. Et c'est pareil pour le pétrole. Le pétrole, je l'ai toujours sous les yeux. D'accord ? Donc là, ça, je les ai sous les yeux vraiment pour m'en servir d'indicateur de tendance. Que je vous avais expliqué, le risk on, risk off. D'accord ? Ben, ces trois-là, ces quatre trucs-là, ils vous donnent déjà une bonne idée du sentiment des investisseurs. Parfait. Ok, merci, c'est plus clair. Cool. Farouk, Tu tu vas peux, ajouter des tu trucs peux m'expliquer le Dow Jones? J'ai pas compris son incidence que tu as dit avec je sais plus trop quoi. Là, ce que j'avais dit ici. Là, on a eu un bon NFP. Le NFP, il était bon. Donc, j'aurais pu vendre tout ça là, ici, contre le dollar. Donc, j'aurais pu vendre le yen, vendre la livre, vendre le dollar australien, vendre l'euro, vendre le pétrole, vendre le Dow Jones, vendre l'or. OK ? Bon, Oui, t'aurais mais acheté. c'est quelle actualité qui t'amène au Dow Jones? Celle-là. C'est le consensus. C'est celle-là. Oui, mais Crois là, savoir ce dans qu'elle ce pose que tu as qu'elle- expliqué juste C'est avant, ça. Je sais ce qu'elle. Non, C'est le pas- NFP. En fait, attends, Jalal, parce que je vais répondre à sa question. En fait, c'est de l'analyse, en fait. C'est simplement, faut comprendre, c'est assez complexe, si tu veux. C'est de définir déjà pourquoi le Dow Jones est à ce niveau-là. Et ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est que la réaction qu'auront les opérateurs de marché, c'est que ce retrait, c'est-à-dire que si tu as le dollar qui monte, tu as une hausse des taux, ça sous-entend que les banques centrales vont mettre moins d'argent sur le marché et ça va moins aider le marché action à monter. Donc lui, il d'accord. anticipe comme Mm. les opérateurs. Si tu as moins de liquidité, parce que ce qui fait monter le marché action, c'est pas toi, moi ou d'autres qui achètent qui a son petit portefeuille action, ce sont des hedge funds ou alors les caisses de pension, les assureurs, etc. Si les taux remontent, il faut comprendre une chose, c'est que si les taux, les obligations remontent, par exemple, les créances, les obligations d'État, c'est moins, comment dire, risqué pour un assureur qui est là pour te couvrir pour ta retraite dans les 30 années à venir, d'acheter de l'obligation, on va dire, à 30 ans, avec un revenu à 3 ou 4% par an, plutôt que d'aller sur les marchés. Donc si tu as les taux qui remontent, ce qui a une incidence, je sais que c'est complexe à saisir, mais ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est que le fait, ça crée des anticipations en fait, au niveau des opérateurs de marché et aussi des prises de décision des banques centrales. Et c'est pour ça que lui short en fait le Dow Jones, alors que techniquement, un bon chiffre de l'emploi qui crée du dynamisme dans une région donnée devrait faire monter en fait les indices. Et c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que là, on n'est pas dans un marché, comment dirais-je, traditionnel, c'est vraiment un marché de professionnels pour comprendre tous ces mécanismes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris ou pas? Ah, je crois que ça a coupé. Ouais, ça a coupé, mais je t'entends. Moi aussi, je t'entends. Ok. Ah, mais oui, de toute façon, J'espère avoir répondu. c'est dur à accomplir assez. Là, Tu vois. on n'a pas l'habitude Donc de bon, ces termes, si ça et tout. Après, c'est non, pour je ça pense que qu'il faudra un jour faire un live, de préparer un tableau comme tu as fait, si tu veux. Mais vous l'avez là maintenant, la vidéo, elle va être Oui, hein. enregistrée, Gianni. Oui, hein, voilà, donc, oui, la vidéo. Ouais. Ouais, non, mais... Parce qu'en fait, on aurait pu. Tu sais, là, moi, j'ai fait qu'un trade vite fait tout à l'heure, gentiment, mais j'aurais pu tous les faire. Hein. Regarde, c'est d'actualité. Oui. Le Dow Jones, il est en train de tomber, tu vois. Mais c'est pareil, en fait. C'est surtout la préparation, en fait. Il faut se préparer avant un trade. C'est OK. Tu l'as vu tout à l'heure quand tu es arrivé, je t'ai mis le fichier Excel. C'est OK, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le NFP, qu'est-ce que je fais? Tu vois. Donc, j'avais déjà préparé les devises que j'allais trader. Et tu as vu, en cours, je t'ai rajouté ça. Tu vois, j'aurais pu très bien faire tout ça aujourd'hui. Mais là, tu vois, le truc, j'avais pas comme juste. Toi, tu as mis en achat, donc tu mets l'USD JPI en achat, l'USD GPB en achat, l'USD AUD en achat. Ouais. Et par contre, tu aurais shorté le Dow. Tu Ouais, n'aurais pas acheté le Dow. Non, le Dow Jones, ouais, non, je l'aurais shorté. Voilà, tu l'aurais shorté. Alors que les Pourquoi autres, je l'aurais tu les aurais mis shorté? en achat. Oui, non, c'est achat et j'ai marqué short Dow Jones. Voilà, oui, c'est pour Ouais. ça, ouais. Pourquoi en fait je l'aurais shorté? Parce qu'en fait, si tu as suivi cette semaine avec la Fed, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Fed, en fait, elle nous explique cette semaine que on a un surchauffe sur l'économie américaine. Elle nous dit, et d'ailleurs, elle a parlé.
elle a parlé du marché de l'emploi. Et qu'est-ce qu'elle dit justement sur le marché de l'emploi, la Fed? Elle dit que il y a beaucoup de postes à pourvoir, que ça veut bosser, que les gens, du coup, s'il y a beaucoup d'emplois, derrière, les gens, ils ont de l'argent, et donc, du coup, les salaires montent, et donc, du coup, ils consomment, et ça entraîne les prix. Bon, pour moi, c'est une petite blague, parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas à cause de l'emploi que l'inflation, elle a accéléré comme ça. Parce que je pense que la chaîne d'approvisionnement, à un moment donné, je pense qu'il y a un souci dessus et que c'est volontaire. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais en tous les cas, en gros, la Fed, elle nous dit que pour calmer le jeu, ce qu'elle pourrait faire, c'est, si vraiment l'emploi est toujours aussi fort, etc., c'est continuer à monter les taux pour resserrer un petit peu l'accès au crédit. Parce que comme les gens, ils ont du boulot, ils ont l'accès au crédit facile. Et donc, du coup, ils vont consommer. Donc, du coup, ce qui est la mécanique normale d'une banque centrale, puisque la banque centrale, elle est là pour contrôler les prix principalement, c'est son premier mandat, elle se dit, je vais resserrer l'accès au crédit. En resserrant l'accès au crédit, les gens vont moins consommer et du coup, l'inflation va redescendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le Dow Jones, quand il voit ça, il se dit quoi? Pas le Dow Jones, pas l'indice lui-même, mais les mecs qui sont sur les traders du Dow Jones, des indices, enfin, tous les investisseurs de manière générale. Ils se disent quoi? Ils se disent, mais si la Fed, elle resserre l'accès au crédit, les gens, ils viendront moins consommer, certes, mais ils vont aussi moins investir sur les marchés actions. Donc, du coup, ça... on replie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, je t'ai schématisé, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais au moins, ça te permet de comprendre la mécanique. Très bien. Parfait, parfait.